Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 142 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans notre Cross Summer et nous allons parler de NFL. Donc, le Cross Summer, petit jeu de mots pour notre saga d'intersaison, qui est une saga de crossover. Et comme c'est l'été, enfin l'intersaison, mais c'est un meilleur jeu de mots Cross Summer que Cross Intersaison, bien entendu. Mais bref, donc notre saga de Cross Summer, pardon. Et donc une saga où on aborde des thèmes différents dans le basket, où on reçoit des invités différents, ou bien on parle aussi d'autres sports. C'est un des objectifs. On a déjà fait 2 épisodes sur le football, avec Florent Tonuti et Raphaël Cosmidis. Et donc aujourd'hui, pour parler de NFL, nous recevons un autre guest star même, puisque aujourd'hui nous recevons Grégory Richard. Grégory, analyste français de foot américain depuis pas mal de temps, qui fait partie du média référence sur le foot américain universitaire The Blue Pennant, et également qui fait partie du média référence de la NFL en France, qui est touchdownactu.com. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 4e numéro de notre Cross Summer, le jeu en NFL. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre saga de crossover où vous le savez, on reçoit pas mal de monde d'autres sports pour parler de jeux. Et donc aujourd'hui, NFL, et on reçoit Grégory Richard. Comment ça va, Grégory ? Salut Guillaume, salut tout le monde. Bah, ça va très bien, et toi ? Bah ça va, je suis très, très content de te recevoir sur le podcast. C'est ce que je te dis un peu là en antenne avant qu'on commence. Je trouve que tu es un des meilleurs de France pour parler de NFL. Donc vraiment, c'est un vrai plaisir, un vrai honneur de t'avoir aujourd'hui. Bah, c'est très gentil et c'est très sympa également d'avoir pensé à moi pour m'inviter dans le cadre de cette émission crossover spéciale. Alors, Grégory Richard de Touchdown Actu, principalement pour la NFL, et aussi de The Blue Pennant, qui est un média sur la NCAA. Je ne sais pas comment tu fais pour gérer les deux, c'est assez impressionnant. Grégory, que vous connaissez alors oui, j'ai pas précisé, mais sur Touchdown Actu, les podcasts, les articles, plein de podcasts d'ailleurs. Du Twitch aussi, vous êtes mis au Twitch il y a quelques temps déjà. Vous connaissez, je pense, Touchdown Actu, la référence du foot US. Sur Twitter, Yellow Rabiosa, si je dis pas de bêtises, Grégory. Exactement. Et du coup, j'ai cherché, et en tout cas, je suis tombé sur Radiosa, c'est ça ? C'est une ancienne radio que tu avais fait il y a pas mal d'années sur le foot US ? Tout à fait. À partir de 2009, je sais plus jusqu'à quand on a tiré le truc, mais ça doit être 2016, 2017 peut-être dans ces eaux-là, ouais. Et un podcast, une web radio pour le coup, qui était principalement consacrée à l'actualité du football américain en France. Ouais, je m'étais toujours demandé pourquoi ce pseudo Twitter, et du coup j'ai trouvé aujourd'hui, et je suis tombé sur des vidéos d'Dailymotion. C'est juste la flemme de changer en fait, parce que Yellow étant mon pseudo dans cette émission-là, j'ai juste pas... ça se faisait beaucoup à l'époque d'avoir des pseudos spécifiquement... Ouais. Voilà, on cherchait à garder un anonymat, parce que c'est bien sûr connu que Radiosa a été écouté par des millions, des milliards d'auditeurs. donc voilà, c'est juste la flemme de ne pas avoir changé le pseudo après sur Twitter. Pour conserver la force de la marque individuelle déjà. C'est ça. Pour garder mes followers. Tout à fait. Bon voilà, Grégory, une des références, si ce n'est la référence du foot NFL en France. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, non, je n'allais pas te questionner sur à quel point est-ce que du coup, toi, tu suis le basket, puisqu'on est quand même un podcast de basket à la base. Mm-hmm. Mais je te questionne pas parce que, comme je dis, tu arrives à faire à la fois à couvrir la NFL et la NCAA. J'imagine même pas à quel point ça doit te prendre du temps, quoi. Alors, je sais pas si on va beaucoup développer sur la NBA. A priori, c'est pas le sujet. Juste pour faire simple, et ça rejoint un petit peu le fait justement de suivre le basket peut-être d'un peu plus loin ces dernières années, ça je te l'ai pas dit en off. J'ai une petite sympathie pour les Rockets.
puisque dans mes Madeleines de Proust, on dira, il y a notamment des bonnes périodes de Tracy McGrady. Donc voilà, c'est notamment ce qui m'intéresse tout particulièrement en NBA, au-delà bien sûr de tout ce qui est playoff, etc., etc. Parce que moi, après, le concept, surtout quand on vient principalement du football américain, c'est vrai que le concept des matchs de la saison à 82 matchs, notamment en saison régulière, au bout d'un moment, ça fait un peu boulimique, quoi. Donc, mais voilà, je suis principalement aussi de manière assez curieuse par rapport aux Rockets. Et t'imagines bien que ces dernières années, bon, je me suis dit, bon, écoute, on va peut-être rester sur le football américain de manière un peu plus assidue. Oui. Et effectivement, du coup, moi, j'ai un peu fait le choix inverse, hein, forcément. Parce que moi aussi, à un moment, j'étais très fan de NFL, un peu hardcore. Donc, le niveau jeu et niveau tactique et tout ça, j'ai jamais eu le temps ou les moyens de m'y investir, mais il y a une époque, je connaissais tous les champions de chaque année avec les finalistes de conférence et tout ça. Voilà, j'étais vraiment plongé là-dedans, mais bon, faut faire des choix en grandissant, comme on dit. Ah, c'est sûr. C'est ça, c'est un peu ça. Mais oui. Alors oui, tu disais 82 matchs sur une saison en NBA, sachant qu'il y a des donc en foot US, 82 matchs, il y en a, ils le font pas en carrière quand tu combines lycée, c'est ça. NCAA et pro, quoi. Donc c'est. Parce que là, du coup, pour ceux qui connaîtraient pas, encore une fois, on va en parler Vas-y. de la NFL, mais et c'est vrai que déjà, jusque-là, on jouait 17 matchs de saison régulière. Enfin, en tout cas, il y avait 17 matchs de saison régulière jusqu'à un passé récent, parce que du coup, chaque équipe avait jusqu'à il y a quelques mois 16 matchs à disputer sur l'ensemble d'une saison. Et déjà, voilà, vu les efforts qui sont consentis, c'est déjà assez dingue. Et on a rajouté un match de saison régulière en plus il y a quelques années, en retirant au passage un match de pré-saison, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a 4 semaines de pré-saison à NFL. Ce qui est quand même un peu chiant en l'occurrence, hein. C'est presque plus chiant que les 82 matchs de NBA au total. mais voilà, donc du coup on a rajouté un match. C'est vrai que déjà 18 matchs en NFL, ça paraît quand même relativement beaucoup pour certains, pour les joueurs notamment, j'imagine. Même si forcément après, je pense qu'il y a aussi un intérêt contractuel pour eux. Oui, évidemment. Évidemment, donc voilà un peu pour ce côté-là, on va en parler, je pense, hein, de la ligue, la NFL en elle-même tout à l'heure. Mais oui, donc aujourd'hui, notre saga des crossovers, donc aujourd'hui NFL, et c'est vrai que pour expliquer, on va essayer un peu de parler de foot américain, on va essayer de tout regrouper en une émission, donc pour dire qu'on ne va pas forcément aller dans l'ultra précision aujourd'hui, mais le but c'est vraiment de démocratiser auprès de nos auditeurs qui sont pas forcément très calés en foot US, certains principes, essayer de parler aussi de tactique et de jeu, puisque c'est aussi ce qu'on aime faire sur le Basket Lab, sur le basket, on va essayer de le faire un peu sur le foot US, donc peut-être une partie un peu jeu tactique, une partie scouting aussi, vu que je sais que c'est aussi un de des domaines de prédilection, évidemment. Non seulement scouting, mais en plus foot universitaire. Vraiment, je ne comprends pas d'où tu sors le temps. et puis à la fin, peut-être deux, trois aspects sur la NFL en elle-même. On verra si on a un peu le temps. Oui, alors, je ne pouvais commencer que comme ça. Il faut que tu nous expliques pourquoi le football, ça s'appelle le football américain. Parce que c'est principalement joué aux États-Unis, quasi exclusivement. Enfin, je dis quasi exclusivement. Bien entendu, il y a du football américain, par exemple au Canada, mais qui se joue avec des règles assez différentes et que forcément, c'est des règles qui ont été instituées. C'est un sport qui a été très longtemps marginal, on va dire mondialement, parce que voilà, ça a été mis en place notamment à la fin alors je vais pas dire de bêtises, c'est quatrième quart du 19e siècle, si je peux parler ainsi, on va dire, tout ce qui est 1880, 1890, etc. Et justement, ça a été notamment créé par les universités, par des universités assez prestigieuses à l'époque, hein. On pense à des programmes qui peuvent nous parler aujourd'hui, même de France, mais par exemple des Harvard, des Yale, enfin voilà, des références. On va dire que voilà, on était dans le côté très intellectuel du jeu, et ça se retrouve mine de rien d'ailleurs dans tout ce qui est règles aujourd'hui, hein, parce que voilà, quand on se rend compte de tout ce qui est mis en place niveau règlement, on devine bien que c'est pas quelque chose qui a été mis non plus à la va-vite. Ouais. Et voilà, c'est aussi lié au berceau américain et aux règles assez spécifiques, parce qu'encore une fois, il y a le football européen comme on le connaît, enfin européen, en tout cas créé par les Anglais, etc. Et c'est vrai que voilà, les Américains ont voulu peut-être implanter leurs pattes. Alors pourquoi football exactement? C'est vrai que c'est un grand paradoxe en soi, hein, parce qu'on rappelle que c'est un sport qui se joue essentiellement à la main, même si on sait qu'il y a des kickers, enfin voilà, il y a des botteurs qui vont être amenés par exemple à taper donc
des coups de pied à 3 points, un peu sur le modèle, par exemple, des pénalités au rugby. Ouais. Mais voilà, c'est quand même assez rare. Et voilà, je t'avoue que j'ai pas creusé toute l'étymologie exactement du terme football, mais voilà, en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle football américain. En soi, aux États-Unis, ils appellent juste ça football. Donc voilà, ils n'ont pas forcément fait de dénomination là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce décalage entre ce que eux appellent le soccer et voilà, le football que eux connaissent de manière assez institutionnelle depuis, comme je le disais, la fin du 19e siècle. Je m'excuse, hein, j'ai mal formulé, je voulais pas te piéger. C'est simplement parce qu'en fait j'ai trouvé l'anecdote et que je l'ai réapprise, du coup je l'avais appris il y a quelques années, j'avais oublié. En fait, football, c'est pas par rapport à transposer par rapport au football européen et donc la sémantique de football. En fait, c'est parce que la balle fait un foot de un pied donc. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu ça, je me rappelais plus du tout, tu vois. Tu fais bien de me rappeler. Donc je pensais qu'il fallait commencer par résoudre ce mystère. Je pense qu'on était beaucoup à se poser la question. Mais voilà, bon bref. Donc oui, passons un peu au vif du sujet, évidemment, sur cet aspect tactique. Alors peut-être du coup, avant qu'on aille directement dans la complexité de certaines tactiques, ou j'exagère un peu, mais bon, au niveau des règles, comment est-ce que tu définirais globalement le sport? Si je dis un peu un jeu de gagne-terrain, c'est un peu ça l'idée? Oui, c'est exactement ça. C'est un certain nombre de tentatives pour avancer au fur et à mesure sur le terrain et atteindre l'embut adverse. Là aussi, hein, encore une fois, je vais prendre une analogie un peu bête, mais oui, on est un peu dans les règles du rugby, sauf qu'il n'y a pas ce côté, voilà, au rugby, il y a différentes séquences, mais qui là sont plus matérialisées par un nombre de tentatives pour faire au moins donc 10 yards, ce qui correspond à peu près plus ou moins à 10 mètres. Et on a la possibilité à chaque fois, au terme de 4 tentatives, on a 4 chances pour pouvoir à chaque fois franchir ces 10 yards et avoir de nouveau 4 tentatives. Voilà, il y a une espèce de contrat qu'on doit passer pour éventuellement pouvoir grappiller du terrain au fur et à mesure et justement aller à l'espèce de l'essai, on va dire, en rugby, mais qui là s'apparente donc au touchdown, qui est juste le fait de pénétrer dans l'embut adverse sans forcément avoir besoin d'aplatir, mais juste en ayant la possession complète du ballon avec soi. Ouais. Donc on va pas non plus détailler pourquoi certaines pénalités font 5 yards ou d'autres 10. Mais... ça pourrait être rigolo, mais c'est vrai que si on commence à rentrer dans toutes les règles du football américain, c'est sûr qu'on va faire un podcast de 4 heures, ça je suis convaincu. Le but est de parler de tactique un peu, donc on va essayer de faire ça, mais effectivement le point central, comme tu dis, c'est un jeu de gagne-terrain, mais qui n'a pas le côté un peu chaos du rugby, ou en tout cas très, très free-flow, si on peut dire, pardon pour le terme anglais, mais c'est un jeu très séquencé, le football américain. Exactement, c'est le terme que je cherchais, ouais, c'est ça, c'est très... voilà, c'est aussi pour ça que ça peut être assez polarisant, c'est-à-dire que vraiment il y a un côté en effet où ça s'arrête systématiquement après chaque jeu, et où en fait voilà, c'est aussi là où est décuplé, je trouve, le côté stratégique, c'est que on prend, tout à fait, on analyse un petit peu ce qui s'est fait au préalable et on repart un peu voilà, sur un espèce de jeu d'échecs. Voilà, il y a eu le coup qui s'est joué, l'adversaire a eu un ascendant, maintenant on a un nouveau jeu en notre possession pour pouvoir éventuellement faire pencher la balance. Est-ce qu'on va refaire la même chose? Est-ce qu'on va éventuellement tenter quelque chose de très différent? Est-ce qu'on va s'appuyer sur un point faible de l'adversaire? Enfin voilà, c'est vraiment toute cette donnée-là, et c'est vrai qu'il y a un côté très séquencé en effet qui rend la chose assez intéressante, notamment d'un point de vue tactique et stratégique. Oui, parce que ça peut paraître un peu pénible entre guillemets pour des néophytes qui comprennent pas trop ce qui se passe sur le terrain, mais ça donne cet aspect, comme tu dis, de jeu d'échecs. Je pense que c'est vraiment le mot. Et je pense que c'est un des sports, si ce n'est le sport qui a le plus ce côté jeu d'échecs, qui est assez passionnant une fois qu'on arrive à saisir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, je trouve. Mais c'est ça, et alors si tu veux, encore une fois, je veux pas trop développer parce que je sais pas exactement ce que les sujets que tu voulais élaborer par la suite, mais c'est vrai que, encore une fois, si on reprend le concept des échecs, le fait de prendre l'avantage sur son adversaire peut se faire de différents biais. Il y a différents secteurs dans lesquels on peut prendre l'ascendant. Il y a les postes de ligne offensive et ligne défensive. Alors, on rappelle que la ligne offensive, c'est ceux qui sont notamment chargés de protéger les dépositaires de l'attaque, que ce soit le quarterback qui lance souvent à la main ou le running back qui va être plus amené à courir au sol, et la ligne défensive qui au contraire va tout faire justement pour bloquer ces joueurs-là. Donc va y avoir déjà, on va déjà essayer d'analyser ce secteur, savoir dans les tranchées comment on va réussir à prendre l'ascendant sur l'adversaire. Il y a les receveurs écartés qui eux
comme leur nom l'indique, sont amenés à plus être sollicités dans le domaine aérien pour réceptionner des ballons et notamment sur des jeux longue distance, qui vont se retrouver face à des cornerbacks qui vont être vraiment leur adversaire direct. Donc là, c'est un autre secteur sur lequel on peut essayer d'analyser des failles, des points faibles, etc. Et puis je parlais du running back tout à l'heure, qui va plutôt être dans un secteur très surveillé au milieu du terrain par ce qu'on appelle les linebackers, qui sont vraiment chargés principalement. Ils ont des rôles de plus en plus on va dire développés, mais en tout cas leur rôle principal c'est avant tout justement de contrer le jeu au sol. Et voilà, il y a vraiment différents aspects où on peut se dire sur ce secteur-là, peut-être que je serai plus en difficulté, mais sur ce secteur-là, là je peux prendre éventuellement le dessus sur mon adversaire. Et c'est vraiment encore une fois là-dessus où on a différentes clés, différentes cartes qui peuvent nous permettre éventuellement de se dire tiens, là l'équipe qui est en attaque ou au contraire l'équipe qui défend justement peut avoir un ascendant sur son adversaire. Oui, tout à fait. C'était exactement ce que j'allais expliquer ensuite, mais tu l'as mieux fait que moi sans doute. Ces fameuses trois zones clés, le quarterback et la ligne, et les receveurs. Et donc voilà, je vais pas refaire. Et puis juste préciser aussi pour finir avec les règles, après on passera au vrai sujet intéressant, mais pas le droit à faire plus d'une passe vers l'avant par possession. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mm-hmm. Et dès que la balle touche par terre, ou alors dès que le joueur en possession de la balle est mis par terre et est touché par un défenseur, on arrête. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ce système de petites séquences. Alors, pour les règles NFL, oui. Là, c'était juste sur la NFL, oui. Ouais. En l'occurrence, sur tout ce qui est football universitaire, par exemple, c'est juste quand tu es au sol, la règle NFL impose que tu aies en plus un joueur qui te touche pour vraiment signifier la fin de l'action. Si je peux me permettre, il y a juste un truc peut-être juste pour compléter par rapport à ce que tu dis qui est important aussi dans les règles, on va dire fondamentales, parce que peut-être que ceux qui découvrent le football américain ne la connaissent pas. Vous allez souvent voir, par exemple, à la télé, notamment une ligne jaune qui apparaît par exemple sur le sol, qui est une ligne virtuelle qui est affichée notamment par la télévision. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle la ligne de scrimmage, donc c'est l'endroit d'où le ballon doit être snappé, d'où le jeu doit partir, grosso modo. Et l'autre règle importante, c'est qu'en effet, on peut faire qu'une seule passe vers l'avant et une passe qui est positionnée derrière la ligne d'engagement. Voilà. Sinon, c'est considéré comme un jeu illégal. Il faut partir de cette zone-là pour lancer le jeu par la suite. Oui, t'as pas le droit de faire 80 yards au sol en courant avec la balle et ensuite de passer vers l'avant. Voilà, et après lancer le ballon devant, c'est ça. Mais on peut par contre faire 80 yards et lancer le ballon vers l'arrière, sur la même règle que le rugby par exemple. Mais on ne peut faire, comme tu l'as bien précisé, qu'une seule passe vers l'avant. Voilà, donc ça donne un peu vraiment ce côté jeu d'échecs, action après action, donc, où la valeur d'ailleurs des coachs est un peu démultipliée peut-être par rapport à d'autres sports. Mais on va y arriver. Mais du coup, après qu'on ait établi un peu ces règles très basiques, je pense que certains des auditeurs les auront. Mais du coup, première question que j'avais, et tu vas un peu nous aider à définir qu'est-ce qui est important ou pas tactiquement. Comment est-ce que toi, tu définirais une bonne, voire même une très bonne équipe NFL? Quelle caractéristique elle a, une très bonne équipe NFL? Est-ce qu'elle a plutôt tel type de joueur sur tel type de poste? Est-ce que c'est plutôt défense, plutôt attaque? Est-ce que tu vas me dire que c'est les deux? Comment tu définirais une très bonne équipe, un candidat au titre en NFL? Alors, il n'y a pas forcément de vérité absolue, mais en l'occurrence, si on prend des exemples assez récents, et en tout cas ce qui semble correspondre notamment à ce que les équipes valorisent le plus, forcément il y a la question du quarterback, qui doit notamment, alors si on prend tous les critères, encore une fois, je vais pas avancer sur le scouting, mais qui doit avoir des éléments assez fondamentaux, c'est-à-dire globalement la gestion de la poche, c'est-à-dire savoir concrètement comment il va gérer tout ce qui est pression autour de lui, comment tous les mouvements autour de lui vont être interprétés. En gros, le sang-froid globalement face à une situation un petit peu imprévue, tout ce qui est gros bras, bien entendu, justement pour tout ce qui est lancer extrêmement profond et une capacité notamment à pouvoir, sans énormément d'élan de bras, on va dire, avoir la capacité justement de trouver sa cible. Donc ça, c'est les principaux éléments pour résumer très grossièrement, mais forcément, le quarterback est l'élément déterminant et le chef d'orchestre notamment. Et on dira toujours, alors il y a toujours ce poncif un petit peu sur le fait que en saison régulière, en play-off, c'est pas toujours la même chose et que les attaques s'éclatent en saison régulière et les défenses ont le dessus en play-off. C'est pas toujours vrai, bien entendu, on défend beaucoup plus en play-off qu'en saison régulière, c'est le cas également en NBA, je t'apprends rien. Mais c'est vrai que globalement, on aura toujours ce focus plus vers l'attaque et notamment sur le poste de quarterback parce que, comme je disais, c'est un poste notamment qui tend à apporter plus de verticalité, plus d'aspects spectaculaires
au jeu et tout simplement qui permet de marquer des points plus rapidement aussi, de fatiguer peut-être un peu moins les linemen si on parle là-dessus, parce que voilà, quand on joue au sol, on peut être amené à avoir aussi des contacts un petit peu abruptes, si j'ose dire, enfin des risques de blessure peut-être aussi un petit peu accrus. Donc voilà, la question du quarterback est importante sur ce poste-là. Et si je te reprends un autre secteur prépondérant, ce sera forcément les lignes dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, derrière les quarterbacks, les postes qui sont les mieux considérés en NFL, c'est les postes de tackle, notamment le côté aveugle. Alors, faut bien rappeler, du coup, donc quand je parle tackle, c'est vraiment les joueurs qui sont situés sur l'extrémité de la ligne offensive, qui eux vont vraiment avoir pour rôle de surveiller vraiment les joueurs qui tenteraient de contourner justement l'espèce de barrage qui se positionne devant le quarterback. Donc vraiment, leur rôle doit être assez important parce que donc on les appelle aussi tackle côté aveugle parce que forcément ils vont jouer dans le dos du quarterback. Faut rappeler que forcément un quarterback qui est droitier par exemple va prendre un positionnement pour avoir une puissance, pour avoir une pour initier le mouvement de son bras, va forcément se mettre un petit peu de profil pour initier le mouvement et la puissance de son lancer. Et du coup, forcément, pendant qu'il est de profil, il y a un côté qu'il ne voit pas. Et généralement, c'est de ce côté-là que se trouve le tackle côté aveugle, qui est généralement le lineman offensif, le mieux considéré contractuellement, et en tout cas qui est censé sur le papier être le plus fort d'un point de vue physique, d'un point de vue notamment mobilité, parce qu'il faut être extrêmement réactif. C'est le cas donc sur la ligne offensive. Et le deuxième poste hyper important donc derrière quarterback, c'est à l'inverse celui de pass rusher. Avant on disait notamment defensive end, mais maintenant aujourd'hui avec les différents types de schémas défensifs, on parle tout simplement de pass rusher. C'est ces défenseurs qui justement vont avoir pour rôle de jouer sur l'extérieur de la ligne défensive et qui justement, comme je le disais au préalable, vont devoir contourner le barrage constitué devant le quarterback. Donc pareil, il va avoir besoin d'avoir des attributs assez similaires à ceux du tackle, une capacité à être vraiment redoutable à l'impact, à être assez vif notamment pour pouvoir contrecarrer le tackle si vraiment le plan A ne se passe pas comme prévu. Donc vraiment, à mon sens, c'est ces trois postes-là qui sont principalement clés. Il y en a d'autres, bien entendu, mais c'est vrai que si on ressort notamment l'accent qui est mis par les franchises, notamment pour pouvoir se dire qu'ils ont une équipe à même de pouvoir remporter un titre, c'est les trois principaux postes qui vont notamment être mis en évidence. Ok, donc le quarterback, évidemment, le poste le plus important parce que c'est lui qui touche un peu tous les ballons de base, quoi. Et les autres fondamentaux, donc cette fameuse ligne. Et en fait, cette bataille au niveau de la ligne, parce que effectivement, il y a le côté défensif d'aller chercher le quarterback ou le côté offensif de le protéger. Tout à fait. Donc c'est un peu ces gros fondamentaux. Et bon, ma question, elle était un peu bête parce qu'en un sens, je suppose aussi que les vrais candidats au titre, ils sont à la fois performants en attaque et en défense. Non, il n'y a pas trop de champions qui sortent du lot avec juste un côté du terrain performant et l'autre pas trop, non? Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que statistiquement, j'aurais du mal à te sortir un élément où il y a forcément une année ou une ou deux saisons, on dira tiens, c'est vrai que sur ce poste-là, ils étaient pas terribles. Si on prend un exemple tout bête, celui qui revient souvent en tête, mais c'est la saison 2015 par exemple, NFL, où les Denver Broncos sont champions NFL, avec la référence Peyton Manning au poste de quarterback, mais un Peyton Manning qui était vraiment sur le déclin, notamment d'un point de vue Oui, il jouait avec une canne à l'époque. Voilà, c'est ça. C'était assez compliqué, beaucoup d'opérations au niveau du cou, enfin une mobilité qui a jamais non plus été transcendante. C'était clairement pas le quarterback le plus mobile, Peyton Manning, pardon. Et c'est vrai que il y avait aussi, on l'a vraiment senti traîner sa peine tout au long de la fin de la saison, et ça n'a pas empêché Denver, par exemple, d'aller remporter le Super Bowl, notamment grâce à une défense absolument héroïque, incarnée à l'époque par le jeune Van Miller. Donc c'est vrai que il y aura toujours des éléments où on va se dire tiens, là c'est sûr qu'ils n'avaient pas forcément un super tackle par exemple pour protéger le quarterback. Il n'y avait pas forcément un quarterback qui était vraiment à l'initiative, qui était vraiment le dépositaire du jeu. Il y a toujours cette expression entre le pocket passeur et le game manager. Celui qui va être principalement là pour éviter de faire trop de bêtises et s'assurer vraiment que l'attaque roule comme il faut. C'est généralement dans des attaques qui jouent beaucoup au sol. Et voilà, le côté plus pocket passeur où là on sait que c'est un quarterback qui va avoir une aisance à jouer dans les airs, et c'est quand même souvent des quarterbacks qu'on retrouve
comme allant au bout. Voilà, si on prend, je sais pas, les 20 dernières saisons, les quarterbacks qui sont champions NFL, c'est des Tom Brady, c'est des Aaron Rodgers, c'est des Peyton Manning. Dans un passé récent, c'est bien sûr Patrick Mahomes. Donc voilà. Et aujourd'hui, il suffit de voir par exemple Joe Burrow à Cincinnati ou peut-être même un Justin Herbert aux Chargers, même si voilà, ces derniers mois ont été un peu plus compliqués. Mais voilà, c'est souvent avec vraiment des quarterbacks très établis, c'est souvent quand même la garantie, à part de très rares exemples, d'être susceptible au moins d'aller en playoff et de pouvoir être un prétendant assez crédible. Ouais, oui, c'est un requis presque nécessaire d'avoir un quarterback Ah oui, c'est top 10, quoi. Voilà. Encore une fois, il y a toujours des general managers qui font des choses assez curieuses. Ouais. Mais voilà, tu sais que de toute façon, la base de ton équipe va devoir être construite autour de ton quarterback et des deux postes notamment que j'évoquais tout à l'heure. Dans ta liste des champions des 20 dernières années, t'as oublié de citer Tom Brady, Tom Brady et Ça. Tom Brady aussi. Oui, parce qu'il y a Tom Brady dans deux équipes différentes aussi, sachant qu'il ne joue pas exactement de la même manière à chaque fois. Ouais. C'est aussi la force du bonhomme, mais voilà, c'est vraiment aussi pour insister là-dessus. Tu vois, enfin, si on prend l'exemple des Patriots, c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur le côté, bah voilà, Brady qui chapeautait un petit peu tout, mais c'est quand même difficile d'occulter notamment les défenses qui étaient mises en place par Bill Belichick, notamment le pass rush qui, sans forcément toujours des grandes vedettes, était capable justement de générer une certaine pression. Ouais. Et puis voilà, on l'a souvent souligné saison après saison, mais il y a beaucoup d'années où on regardait notamment quand les Pats étaient champions et on se disait, bah finalement Tom Brady n'est pas souvent bousculé, parce que la ligne offensive était aussi capable de faire le boulot. Ça fait partie notamment des clés incontournables de ce qui ont fait les dynasties des Patriots au fil des années. Oui, et puis Bill Belichick, peut-être déjà à niveau coach all-time, généralement il est bien classé, mais même c'est un des meilleurs coachs défensifs de l'histoire. Oui, Donc oui. effectivement, il y a ce côté où peut-être, on va dire que médiatiquement, peut-être il y a certains candidats au titre peuvent avoir un côté du terrain qui ressort un peu plus, mais c'est un peu la règle dans tous les sports. J'ai l'impression qu'il faut être au moins très bon dans les deux domaines, quoi. Même s'il y en a un des deux côtés qui ressort un peu plus, mais, Oui, mais effectivement. Du coup, autre question que j'avais, une fois qu'on a un peu dit ça, autre question, c'était au niveau des enjeux tactiques, sur comment ça se passe sur le terrain. Où se trouvent justement en NFL aujourd'hui les enjeux tactiques? Est-ce que je te fais un peu un parallèle en NBA, mais en NBA, tu sais, on recherche beaucoup de spacing, par exemple, beaucoup d'espace pour pouvoir jouer dans l'espace. Est-ce qu'il y a ce même besoin de spacing? Je sais pas comment ça se traduit dans la NFL. Est-ce que c'est plutôt, on est sur de la création de mismatch? Est-ce qu'on est créer des surnombres à tel endroit du terrain? Voilà, c'est quoi un peu les enjeux tactiques qu'on essaie de viser à travers certains systèmes de jeu? Alors, le mismatch, comme en NBA, c'est une clé incontournable. Ouais. C'est forcément là-dessus qu'on va mettre l'accent et on voit qu'au fil des années, mine de rien, en NFL, on s'est plus qu'adapté parce qu'on a vu notamment des attaques de plus en plus écartées. Faut savoir que pendant, je vais pas refaire tout l'historique de la NFL, mais voilà, il y a une certaine époque, notamment fin 20e siècle, où c'était un voire deux running backs, notamment qui se trouvaient derrière le quarterback au sein d'équipes qui jouaient énormément au sol. Et au fil des années, on a des équipes qui sont arrivées avec des groupes beaucoup plus étoffés, on dira, d'un point de vue receveur, 2, 3, 4 receveurs, même dans certaines configurations. On laissait même les tight ends sur le bord de touche pendant pas mal de jeux. Les tight ends, pour la précision, c'est des receveurs un peu plus costauds et qui ont la faculté de pouvoir bloquer comme les joueurs de ligne offensive, mais aussi de recevoir les ballons. Voilà. Ouais, c'est un peu un receveur gros qui est entre le receveur et la ligne offensive. Il peut faire un peu les deux, quoi. Exactement. C'est un joueur qui va pouvoir permettre de proposer une solution dans la zone intermédiaire, justement, par exemple, typiquement, s'il y a une pression assez rapide sur le quarterback, ça va être une des premières solutions qui va être sollicitée parce que, voilà, plutôt centre du terrain et voilà, sur un lancer qui ne nécessitera pas, justement, d'initier un mouvement trop long, justement, pour faire une passe profonde.
Et d'ailleurs, juste, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, vu qu'on parle des tight ends, tu sais que c'est la position préférentielle de là où vont les basketteurs, les anciens basketteurs. C'est là-dessus qu'on a beaucoup de basketteurs qui se reconvertissent tight end. D'ailleurs, je crois que Tony Gonzalez, ancien basketteur, si je dis pas de bêtises, ou des joueurs comme ça. Donc le lien, il se fait un peu là, mais excuse-moi, je t'en prie. Non, mais c'est ça. Mais c'est l'exemple que j'allais te prendre. C'est vrai qu'il y a eu Tony Gonzalez, pardon. Il y a plein d'autres joueurs anciens. Il y a plein d'autres anciens tight ends, notamment qui ont fait leur classe de manière assez réputée en NBA. Je pense à Antonio Gates, par exemple, qui était aux Chargers il y a pas si longtemps que ça. Gronkowski, j'ai un petit doute sur le fait qu'il n'était pas forcément inintéressant en basket aussi. Il était au fait étudiante des basketteurs, mais il n'était pas sur les terrains, je crois. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Mais non, oui, c'est sûr que c'est un poste en effet qui permet déjà d'un point de vue taille, physique, mobilité, c'est quand même un poste qui permet en tout cas de pouvoir faire cette transition, on va dire, un peu plus rapidement si je peux me permettre. Donc juste pour reprendre du coup ce que je disais, si j'essaie de pas me perdre dans mes propos, parce que du coup voilà, je disais que du coup on était parti sur des attaques beaucoup plus écartées au fil des années avec 3-4 receveurs, parfois des fois au détriment des tight ends, et on voit que du coup au niveau de la défense ça s'est beaucoup adapté avec là aussi des backfields défensifs. Alors les backfields défensifs justement c'est là où se trouvent les cornerbacks et les safeties qui sont principalement prévu de couvrir les receveurs adverses. Et on voit que là aussi, on est passé sur des groupes qui étaient généralement à 4 et qui passent régulièrement à 5. Enfin, quasi régulièrement à 5 aujourd'hui, et c'est même plus vraiment une exception aujourd'hui. Les packages à 6 joueurs sur le dernier rideau. Donc, si je réponds à ta question, je pense que l'enjeu tactique principal aujourd'hui, et ça rejoint justement un phénomène, et ce dont on va parler dans l'optique du scouting, c'est la vitesse. Tout simplement, c'est le besoin de vitesse. C'est caractérisé par de nombreux biais. Comme je le disais, il y a cette bataille au niveau du poste de receveur. Il y a une véritable explosion de ce qu'on appelle les slot receivers, qui sont les receveurs un peu plus petit, on dira, mais extrêmement rapide, capable d'avoir des appuis assez phénoménaux et des changements de vitesse justement pour avoir cette capacité d'être libre très vite pour le quarterback, de proposer une solution très rapidement pour le quarterback et de pouvoir engranger un maximum de yards par l'aspect vivacité. Donc il y a vraiment eu l'emphase, je trouve, sur ce poste-là. C'est un poste qui a vraiment été en pleine émergence. Ça a été vrai aussi pour le poste de tight end dont tu parlais tout à l'heure. Mais voilà, généralement, il y a beaucoup plus d'équipes, je trouve, qui ont mis l'accent sur ce poste, notamment de slot receiver. Et si on prend tout simplement un phénomène assez important pour parler justement de cet enjeu qu'est la vitesse, c'est la question des quarterbacks. C'est que pendant très longtemps, on était dans un format de quarterback, on va dire, classique, avec des quarterbacks qui pouvaient être un peu mobiles. Il y a eu le fameux exemple, notamment Michael Vick, notamment au début des années 2000, avant ses problèmes judiciaires et son emprisonnement pour les combats de chiens illégaux. C'était vraiment une totale révolution à l'époque d'avoir un quarterback qui était presque capable de jouer comme un running back, de courir quasiment sur chaque jeu et d'être tout simplement insaisissable. Et aujourd'hui, en NFL, on a tellement des athlètes hors normes, des phénomènes physiques, qu'aujourd'hui, l'accent est vraiment mis aussi là-dessus, c'est-à-dire sur des quarterbacks qui sont capables de développer des jeux, des actions totalement spectaculaires, d'avoir cette mobilité permanente. Il suffit de voir, par exemple, la dernière saison à NFL, avec les Philadelphia Eagles, notamment, qui sont allés au Super Bowl parce qu'ils avaient notamment un Jalen Hurts au poste de quarterback qui était capable d'apporter également cette vitesse, en tout cas de ne pas hésiter à courir si le besoin s'en fait sentir. Et c'est des phénomènes qu'on a retrouvés également avec l'arrivée de Lamar Jackson du côté de Baltimore. Ça a repris un petit peu ses lettres de noblesse avec Lamar Jackson. Et on a de plus en plus de joueurs dans ce registre-là. Kyler Murray à Arizona. Enfin voilà, je pourrais citer plein d'exemples, mais c'est vraiment l'enjeu principalement tactique aujourd'hui dans cette guerre justement du mismatch, c'est de trouver constamment le meilleur athlète que l'adversaire, le joueur le plus rapide, le plus vif, celui qui va être capable de mettre l'adversaire sur les fesses, si je peux parler ainsi, ou tout simplement de gagner cette bataille du gagne-terrain par la vitesse et par l'explosivité. Parce que c'est vrai que ça, on l'a pas encore précisé, mais
Bon, nous, on a assez peu de défense de zone en NBA, quoique ça commence un peu à se développer à nouveau, mais faut préciser qu'en NFL, pour le coup, il y a beaucoup de défense de zone. Il y a aussi parfois des schémas avec certains principes d'homme à homme ou de zone qui se mélangent un peu. Et notamment, donc, quand on parle de ces fameux mismatchs, si j'essaie un peu d'expliciter, c'est par exemple essayer de, déjà avant le snap, avant la mise en jeu, essayer de faire bouger les receveurs un peu sur les lignes, voir quel est le type de défense, ou est-ce qu'on est sur du homme à homme avec le défenseur qui suit, est-ce qu'on est sur de la zone où les joueurs se passent les responsabilités. Et puis après, des mismatchs, c'est par exemple, tu me corriges, mais c'est genre, on essaie que dans une certaine zone, on ait un petit receveur rapide qui soit du coup couvert par un linebacker un peu plus gros, ou alors l'inverse, un tight end qui va essayer de, s'il il a un match-up contre un petit cornerback, donc un défenseur plutôt extérieur, du coup on va essayer de l'attaquer de cette manière avec le tight end qui est plus grand, plus costaud et qui va pouvoir prendre l'avantage, ou alors pareil avec le running back qui sort de derrière le quarterback et qui fait une course pour attaquer un mismatch, pareil un linebacker plus gros. Voilà, c'est un peu tout ce jeu aussi par rapport à la défense qui peut se mélanger entre zone et homme à homme. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ça passe souvent inaperçu. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce qu'on appelle les motions, donc du coup les mouvements des joueurs avant les snaps qui ont l'air de rien, très concrètement. Mais c'est un élément assez important parce que justement le changement de positionnement d'un joueur permet de voir comment la défense réagit et de savoir s'il y a déjà un plan préétabli pour notamment cibler tel joueur ou tel secteur offensif. Et ça, c'est aussi intéressant dans ce domaine-là parce que ça rejoint en effet ce côté où il y a plusieurs manières, justement, il y a plusieurs possibilités de couvrir, de défendre une équipe. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va clairement, on va dire, montrer son jeu, dire, voilà, nous, clairement, on va vous défendre comme ça, donc à vous de nous montrer comment vous allez prendre ça à défaut, ou au contraire, d'être un peu plus dans le côté bluff, et dans le côté, on est capable de vous attaquer n'importe où. Et au final, vous attendiez, je sais pas, le cornerback qui va blitzer, donc on va dire le cornerback qui va courir très rapidement sur le quarterback. Et finalement, non, c'est un linebacker qui est arrivé plein centre ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça fait partie de ce domaine-là. Mais c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais, ça aussi c'est un point intéressant, c'est-à-dire que il y a la défense de zone et la défense homme à homme. C'est vrai qu'on est dans cette recherche permanente de vitesse, mais on reste quand même, notamment sur le poste de receveur, ou en tout cas sur la défense contre la passe, on dira, dans une zone où on doit se faire respecter absolument physiquement. S'il y a bien un secteur où on sait que, on va dire les premiers yards sont d'une importance capitale, c'est sur le duel entre le receveur et son défenseur direct, et donc le cornerback. Et généralement, on va souvent, en tout cas dans l'optique ces dernières saisons, même assez historiquement d'ailleurs, du scouting, notamment des cornerbacks, sans anticiper sur ce qu'on va dire, on va quand même souvent privilégier le cornerback extrêmement physique, malgré justement cette recherche de vitesse que j'évoque depuis tout à l'heure. Bon, ne te prives pas d'aller dans tous les sens, t'inquiète pas, je cadrerai, et puis même si on déborde sur le scouting avant, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que, alors, je vais peut-être un peu exagérer, mais en un certain sens, c'est presque avant le snap, du coup, sur toutes ces motions que se fait, que peut se lire aussi le côté passionnant de ce jeu d'échecs quand on connaît ce qui se passe sur le terrain. Et même, j'entendais aussi des anciens coachs ou des consultants dire que c'est aussi là-dessus que se joue la possession, parce que on l'a pas précisé, mais c'est quoi la durée moyenne d'une possession? C'est quoi? C'est 2-3 secondes parfois, un peu plus, mais ça va extrêmement rapidement. Et finalement, le quarterback, c'est là qu'il fait son boulot. Et je sais pas, 50, 60, 80% du boulot, c'est aussi de bien savoir lire pour savoir qu'est-ce qu'il va devoir regarder à quel moment et quelle décision il va devoir prendre. Il y a tout ce travail d'anticipation plus que ensuite l'exécution en elle-même. Exactement, et c'est vrai que ça aussi, je vais pas faire le béotien surtout, mais c'est vrai que certains ont pu remarquer notamment que les joueurs avaient des comment ça s'appelle, des espèces de bracelets, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas des espèces de petits guides qui étaient accrochés au bras et qui leur permet justement de reconsulter différents jeux, notamment différents jeux qui sont élaborés pendant la saison, ce qu'on appelle notamment le cahier de jeu, le playbook. Et là aussi, en fonction des situations et en fonction des motions et de ce que va montrer la défense, comme tu le disais, le rôle du quarterback, c'est aussi en fonction des jeux qui ont été appelés, d'adapter son jeu. Parce que là aussi, on est dans une espèce de parallèle un petit peu NBA, c'est-à-dire que
bah il y a la première option, il y a la deuxième option, il y a la troisième option. Bah là, par exemple, bon, là je prends l'exemple de la NBA, mais voilà, on sort du temps mort. Si ça se passe pas comme prévu, si la défense nous montre tel élément ou tel élément, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là aussi le rôle important du quarterback là-dessus, c'est que voilà, en fonction de ce que va montrer la défense, on va se dire, ok, là je suis plutôt attendu là-dessus. On va essayer de voir éventuellement si on a moyen de garder la deuxième grille de lecture ou la troisième en fonction des possibilités qu'on aura en temps et en heure. Oui, effectivement. Donc tu nous parles de le jeu actuel, beaucoup de vitesse et beaucoup de mismatch notamment. Mais c'est vrai que pour le coup, si on fait peut-être un rapide point sur l'évolution du jeu aussi, mais c'est vrai que le jeu a aussi beaucoup évolué depuis la NFL à 100 ans, il n'y a pas longtemps, en 2020 je crois, ils ont fêté les 100 ans. Comme tu dis, c'est un jeu universitaire qui remonte même avant ça, et au début on n'était pas du tout sur ce type de sport en fait, c'est pas du tout le même sport. Ah non, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on était avant tout sur... c'était... C'était du rugby en fait, hein. Oui, enfin c'était du défi physique avant tout. Là, c'était vraiment du côté. Là, l'aspect vraiment gain terrain, c'était vraiment caractérisé, c'est-à-dire que c'était de la bataille de tranchées permanente. Ouais. Et voilà, il a vraiment fallu des innovateurs du jeu petit à petit. Alors, j'ai pas tous les noms en tête, mais c'est vrai que voilà, notamment tous les instigateurs du jeu aérien, de tout ce qu'on appelle notamment la air raid, hein, de tout ce qui est justement receveur écarté, verticalité assez extrême. Des fois, c'était presque poussé en effet au côté un petit peu dogmatique de la chose, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, ça a permis justement d'avoir aussi des équipes qui pouvaient surprendre l'adversaire, parce qu'on était tellement dans des habitudes d'avoir des équipes qui étaient très très chargées, notamment sur la ligne offensive, qui jouaient avec 2 voire parfois 3 running backs pour éventuellement proposer différentes solutions, piéger l'adversaire par le biais du défi physique notamment, que voilà, se retrouver avec notamment des quarterbacks qui étaient capables de lancer de manière perpétuelle pour justement prendre à défaut des défenseurs assez lourds qui étaient plus calibrés pour défendre sur du jeu au sol. Ça a permis justement de développer un petit peu ce jeu, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle. Et là aujourd'hui, voilà, très clairement, on est beaucoup plus sur des choses un peu plus variées, parce que, alors, encore une fois, mine de rien, c'est vrai que aujourd'hui, on est aussi, il y a cette espèce de nouvelle révolution, notamment du jeu très offensif. Je prenais l'exemple des Eagles, il y a eu les Ravens également avant. Ouais. Faut rappeler également que, voilà, la révolution un petit peu offensive en NFL ces dernières années s'est marquée par le biais de Kyle Shanahan, notamment quand il était coordinateur offensif des Falcons en 2016, avec notamment le Super Bowl joué par Atlanta cette année-là. Mes condoléances. Oui, c'est gentil. mais en l'occurrence, voilà, on a vu que sa patte, en tout cas, a été extrêmement suivie derrière, parce qu'il a été nommé head coach à San Francisco. Il y a énormément d'assistants qui ont aussi été nommés dans la foulée, ce qu'on appelle notamment l'arbre Shanahan. Et du coup, on se rend compte que justement, ce jeu au sol un petit peu à outrance, caractérisé d'une autre manière, parce que là, on n'est plus vraiment sur du jeu, on va avoir des frigos qui vont bloquer justement pour des joueurs un peu trapus. On va être vraiment là encore dans de la prise de vitesse très excessive, avec justement des linemen offensifs qui vont être beaucoup plus mobiles, qui ne vont pas hésiter à aller vraiment, à rentrer vraiment à la confrontation avec leur adversaire direct, qui ne vont pas simplement être dans le côté résistance pour permettre au quarterback de lancer le ballon, mais vraiment dans le côté, c'est nous qui allons marquer de notre empreinte ce jeu, et c'est nous qui allons faire ce qu'on appelle des décrochements assez réguliers, justement pour mettre la défense sur le reculoir et ouvrir tous ces boulevards, notamment au running back de l'équipe. Donc c'est vrai que ça a évolué, mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a vraiment de plus en plus... il y a eu ces différentes périodes. Il y a eu ce jeu au sol vraiment très marqué, ce jeu au sol avec des coureurs très lourds, notamment, je dirais, si j'essaie d'identifier peut-être milieu des années 2000, si je résume de manière un petit peu grossière. Et après, il y a eu en effet cette quinzaine d'années, notamment très marquées par un jeu très spectaculaire, très axé sur de la passe. Ouais. Et là, on est beaucoup plus, je trouve, sur du côté très intermédiaire, mais où le jeu au sol trouve ses lettres de noblesse, mais par une vision différente de celle qu'on pouvait avoir très très basique au début, on dira du lancement de la NFL et du football américain en général, pardon.
Oui, oui, tu parlais des frigos en tant que running back, les coureurs. Tapez Jérôme Bettis au niveau des frigos des années C'est 2000. ça. On l'appelait l'autobus, c'était pas vraiment Voilà. un hasard. Ouais. Ouais, exactement. Mais non, alors, effectivement, il y a cette évolution récente que tu nous décris. Mais même, tu vois, tu nous disais tout à l'heure que le poste le plus important, c'est celui de quarterback. Finalement, à l'échelle de l'histoire de la ligue, ça a peut-être pas forcément été toujours ça, je sais pas, mais il y a une époque où vraiment, même si on remonte, je sais pas, années 60, 70 encore, je sais que j'entendais ou je lisais des trucs comme quoi parfois, je sais pas moi, des O.J. Simpson était par exemple un joueur ultra valuable, malheureusement toujours dans une mauvaise équipe, et on parlera pas de l'extra sportif, mais que jusqu'à finalement en termes de décennies, jusqu'à années 60, 70, peut-être même encore 80, le jeu au poste, j'allais dire, pardon, le jeu au sol était très important, et que finalement cette évolution de le quarterback est ultra intéressant et surtout à plein de ballons à l'échelle de l'histoire de la ligue, c'est assez récent en fait, parce que avant et je pense que tu peux aussi nous parler de l'évolution des règles en fait, hein, parce que clairement les règles ont aussi aidé à ça avec la NFL qui a aussi comment dire limité l'impact que pouvaient avoir certains défenseurs. On pense à Mel Blount, le cornerback de Pittsburgh, ou des joueurs comme ça, Ou Jack Tatum. ou Tatum, ouais, Jack Tatum, effectivement, mais la ligue était très, très, beaucoup plus physique et même physique avec une connotation violente, et c'est de la violence un peu légale à l'époque, quoi. Et en fait, le changement de règle a aussi initié ce côté où aujourd'hui, la NFL, on a des quarterbacks qui font des dizaines et des dizaines de lancers par match, alors que finalement, jusqu'à assez tard, c'était pas forcément le cas que les quarterbacks faisaient plus de 20 passes par match. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. C'est vrai que je pense que tout le monde s'est un petit peu adapté. C'est vrai que la NFL, forcément, au bout d'un moment, parce que voilà, je vais pas refaire tout le film du truc, mais c'est vrai pour certains qui ont vu des films sur la thématique, je pense à Commotion par exemple avec Will Smith. Enfin voilà, on s'est bien rendu compte vite que le défi physique c'était intéressant, mais si c'était pour avoir des joueurs, on va dire tétraplégiques 5 ans plus tard, l'intérêt était quand même un petit peu relatif. Hein. Le nerf de la guerre nécessitait aussi que on ait aussi des joueurs qui puissent rester en lumière pendant quelques années en plus. Ouais, je crois que c'est le centre de Pittsburgh, j'ai plus le nom. Oui, j'ai plus son nom non plus, mais je pensais comment j'ai Webster, hein. Webster, Mike Webster exactement, C'est qui, ça, qui ouais. du coup est mort assez tôt. Du coup, il a donné aussi son cerveau à la science et on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs. Et tu parlais de même Jack Tatum. Je crois qu'il avait tué un mec ou des trucs comme ça, un peu blessé très gravement. Donc voilà, Tout à fait, ouais. effectivement pour le business, c'est pas cool quoi. Oui, voilà, il y a ce côté malheureusement, alors ça existe toujours en 2023, mais c'est vrai que là aujourd'hui c'est beaucoup plus caractérisé, pardon, si je remets les mots dans le bon sens, par ce qu'on appelle le targeting, le fait de cibler notamment l'adversaire, les fameux casques en avant. Alors aujourd'hui ça fait beaucoup polémique parce que certains vont dire qu'on est un peu trop dans la surprotection des joueurs, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment le reprocher? C'est vrai que ça donne lieu parfois à des situations un peu ubuesques. Hein. Je pense par exemple à cette nouvelle règle qui a été montée en NFL avec le quarterback qui a la possibilité de courir, mais qui au moment où il initie le fait d'aller au sol ne peut plus être touché. C'est même pas le fait d'être au sol qui termine l'action, c'est le fait qu'il initie le fait de s'apprêter à poser le genou. On considère que l'action à ce moment-là est terminée. Ça a valu quelques pénalités parfois. On se grattait la tête, on se disait bon, c'est Ouais, ok, ouais, ouais. mais voilà, si le plaquage est pas non plus très sévère. Ou si le quarterback fait une feinte en plus. Hein. Oui, voilà, voilà. Bon, c'est déjà arrivé. Alors, en NFL, ça arrive un petit peu moins, mais on a déjà eu des cas un peu plus polémiques, par exemple en foot universitaire. Mais oui, c'est vrai que pour rejoindre ce que tu disais, la NFL forcément s'est adaptée. Les équipes aussi se sont adaptées parce qu'encore une fois, elles se sont rendu compte au fur et à mesure aussi que, bah voilà, avoir du jeu un petit peu bourrin, oui, c'était un petit peu dans ce qui se faisait. C'était aussi le type de profil de joueurs qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais pour les protéger, bah, c'était bien aussi de pouvoir proposer une autre alternative et de pouvoir prendre des défenses à défaut d'une autre manière. Et c'est ce qui a en effet développé tout l'aspect justement du jeu très vertical que j'évoquais tout à l'heure avec les Don Coryell, les Oui. Bill Walsh, etc. Enfin voilà, tous ces coachs à mentalité offensive qui sont vraiment arrivés avec des idées nouvelles, notamment des idées d'ailleurs importées du college football à l'époque, pour justement voilà dépoussiérer un petit peu le côté voilà bataille dans la boue si j'ose parler ainsi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je crois que
c'est le sport est vraiment a connu une évolution vraiment qui est la conséquence directe de cette évolution de règles qui était, je pense, nécessaire en certains sens. Mais voilà, les cornerbacks n'ont plus le droit de casser la gueule aux receveurs et de les empêcher d'aller faire leurs courses comme c'était un peu légal à l'époque, dédicace à Mel Blount. Ou même au niveau des règles de la ligne offensive. Hein, tu disais, c'est le joueur le plus important ou presque le joueur de la ligne offensive. Il y a une époque, il pouvait pas faire grand-chose, ou alors il y a une époque où le défenseur, là je pense à des joueurs comme Deacon Jones qui carrément mettaient des claques aux joueurs de la ligne offensive pour aller saquer le quarterback. Voilà, il y a toute une évolution de règles qui est aussi à prendre en compte et qui explique tout ça, je pense. Et d'ailleurs, une autre aussi qu'on n'a pas explicité, mais même le simple fait de... Enfin, ça, c'est pas une évolution de règles, mais une des évolutions un peu majeures, tu parlais des Chargers de Air Coryell, ça aussi, c'est nouveau, ce fait de pouvoir bouger des défenseurs, des défenseurs ou des attaquants un peu partout sur la ligne, sur le terrain. À l'époque, ça n'existait pas. Et c'est ce qui donne aujourd'hui ce côté mismatch dont on a parlé aussi, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu aussi si on prend d'autres révolutions, justement, et la faculté de comment ça s'appelle, de pouvoir adapter un petit peu les joueurs à des situations, il y a eu les fameux joueurs double plateau aussi, hein. Tu prends un profil. Alors, faut avoir vraiment des athlètes un petit peu hors normes, mais des profils à la Deion Sanders, même Pac-Man Jones, je crois, dans une moindre mesure. Par exemple, début des années 2000, ça jouait des deux côtés du terrain. Donc, attaque-défense, tu veux dire, hein, quand tu dis joueur plateau, c'est un joueur qui joue receveur oui, et oui, je l'ai cornerback. pas précisé, pardon. Oui, oui, des cornerbacks sur le papier qui pouvaient être amenés à jouer receveur aussi. Donc, Ouais, c'est vrai ouais, que ouais. ça a contribué également. En plus, voilà, il y avait le côté justement où on a à peu près une idée de comment l'adversaire direct peut éventuellement anticiper nos mouvements. Donc, ça a rendu vraiment le jeu assez atypique, assez spectaculaire. Et oui, comme tu disais, c'était quelque chose qui devenait assez nécessaire. Et voilà, et ça se retrouve aujourd'hui. Ça a pas eu de mal, je dirais, à trouver ses aficionados, même si voilà, il y en a beaucoup qui sont restés un petit peu sur le côté. On est sur de la guerre de Oui. tranchées. Voilà, on est resté sur le côté, voilà, gagne terrain pur et dur. On reste dans vraiment les traditions un petit peu locales. Je pense, alors je vais pas faire d'a priori un petit peu basique, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi un petit peu vision du foot en fonction de là où on vient. C'est-à-dire que je pense que par exemple des coachs californiens jouent peut-être pas de la même manière que des coachs texans, Ouais, ouais, ouais. ont peut-être pas vu le football de la même manière. Enfin voilà, il y a un côté très smash mouth comme on dit, on rentre un petit peu dans l'art, et le côté justement voilà, on est plus dans le côté épique, on va vous en mettre plein les yeux. Donc je pense aussi que ça rentre dans ce cas de figure également. Bah alors justement, c'est un peu ma question pour revenir un peu au jeu d'aujourd'hui. Est-ce que vraiment il existe des équipes avec des styles tactiques, on va dire, très différents, ou est-ce qu'il y a une certaine uniformisation de la ligue vers ce côté beaucoup d'espace, recherche de mismatch? Est-ce qu'on trouve encore des attaques avec des identités ou des profils un peu différents en NFL du coup? Bah écoute, j'essaye de voir si je retrouve. Oui, t'as toujours forcément des styles assez particuliers, mais c'est ça que je trouve intéressant. Alors moi, pour le dire honnêtement, c'est ce que je trouve très intéressant, par exemple en college football. C'est pour ça que je fais Ouais. le football américain universitaire de manière très assidue. C'est aussi parce que on va dire l'enjeu tuant moins le jeu. On a vraiment différents aspects. On a vraiment des écoles presque on a vraiment des styles de jeu qui vont s'opposer. C'est-à-dire que en fonction, là aussi, hein, pour reprendre un côté un petit peu géographique, si on va suivre une rencontre de telle conférence ou de tel programme universitaire, on sait à peu près à quoi on va avoir affaire. Ouais. Ça va être du jeu très caractérisé au sol dans le Midwest. Ça va être un côté beaucoup plus spectaculaire sur la côte ouest. Enfin voilà, il peut y en avoir vraiment pour tous les goûts, avec vraiment des marques de fabrique très caractérisées, notamment dans les différents programmes. En NFL, ça me semble un peu moins vrai parce que, comme je le disais, ça va beaucoup dépendre du head coach en place. Euh, et ça va beaucoup, voilà, ça va dépendre de comment il va s'adapter un petit peu
au côté très local. Si je prends l'exemple des 49ers tout à l'heure, je parlais de Kyle Shanahan notamment qui a installé un système en place. Faut rappeler qu'avant lui, notamment, c'était Chip Kelly, hein, par exemple, qui était passé du côté de San Francisco, qui était là aussi sur un jeu très axé sur du sol, mais dans un registre bien différent. Avant ça, à San Francisco, on avait eu Jim Harbaugh également, Oui. qui coach aujourd'hui à Michigan, et qui lui, pour le coup, était là aussi dans du jeu au sol à outrance, mais beaucoup plus dans le côté classique du terme. Ouais. Il n'y avait pas ce côté, voilà, très agressif, très décrochement, etc., de la part des linemen offensifs. Donc, il n'y a pas forcément pour répondre à ta question, je pense que voilà, c'est vraiment en NFL, on va être plus dans un côté adaptation. Oui. Et voilà, après, ça va dépendre éventuellement des caractéristiques. On va bien retrouver des franchises, en effet, où il y a peut-être une patte qui est un peu plus marquée. Je pense à une équipe comme les Chargers, où en effet, on parlait de Don Coryell tout à l'heure, enfin, tout ce qui est période Foots. On a eu Philip Rivers. On a eu Drew Brees, même si c'était très, très ponctuel au début des années 2000. Mais voilà, c'est souvent une franchise, notamment, où ça jouait beaucoup dans le côté aérien et le côté très vertical. Et c'est toujours autant marqué aujourd'hui avec notamment Justin Herbert. Il y a des équipes comme ça. Je t'aurais cité Miami également, hein, qui s'est un petit peu adapté au fur et à mesure. On a bien sûr eu l'ère Don Shula en tant que head coach quand Dan Marino notamment était le quarterback, où c'était vraiment là aussi, on était vraiment dans le côté très précurseur du quarterback mitraillette, hein, comme on l'appelle aux États-Unis, gunslinger, où vraiment ça pouvait lancer 50-60 ballons par match, alors que comme tu le disais, pendant une longue période, si on était à 20-30 ballons lancés, c'était déjà quelque chose d'énormissime. Oui, alors Dan Marino, c'est les années 80, c'est donc un des premiers précurseurs de ça. Hein. Tout à fait, drafté en 1983 et qui a fini en 2000 à peu près. Mais voilà, du coup, après, Miami a changé un peu plus de registre, est parti sur du jeu au sol. Et là, on voit depuis quelques années. Alors que du coup, paradoxalement, tu vois, je te disais qu'à Shanahan, ça a fait des émules. On voit que Mike McDaniel, qui était son ancien assistant, notamment du côté de San Francisco, est arrivé à Miami. Et alors, aussi parce qu'il a peut-être un personnel qui lui permet de le faire. Et là aussi sur du jeu hyper spectaculaire avec beaucoup de gros gains, un jeu très très profond notamment symbolisé par Tua Tagovailoa qui revient dans ce qu'il faisait déjà assez bien du côté d'Alabama. On est à peu près dans le même style de jeu. Donc voilà, on est vraiment, je trouve, plus dans l'adaptation à ce niveau-là. Donc oui, donc je comprends bien qu'effectivement il y a quand même une certaine uniformisation sur ce côté nécessité d'espace et de vitesse, mais qu'on a quand même, selon les équipes, forcément un peu des légères tendances et des légères différenciations selon l'identité de ton quarterback. Si c'est Justin Herbert, c'est pas pareil que Tom Brady, ou des trucs comme ça. Mais on n'a plus des équipes aujourd'hui qui font à fond le jeu au sol ou qui font des vraies guerres de tranchées avec un quarterback qui lance plus. Ça, a priori, on a perdu un peu cette diversité-là. Il y a quand même un standard de passe qui est à peu près le même pour tout le monde à un certain niveau. En tout cas, à mon sens, c'est rare, je pense, les équipes qui courent énormément sans avoir un quarterback déjà mobile. Oui, voilà, oui, effectivement. Si tu prends les tout principaux exemples, je parlais des Eagles, je parlais des Ravens. On sait que par exemple les Falcons en 2022 couraient allègrement, mais aussi parce qu'il y avait un Marcus Mariota qui était capable de le faire. Bon, ça aurait été encore mieux sans les pertes de balles, mais Marcus Mariota était capable de le faire. Desmond Ridder, dans une moindre mesure, est aussi capable de le faire. Donc Tennessee aussi un peu, non, avec Tannehill. Alors c'est un cas intéressant, tu vois. Tennessee, c'est typiquement un peu le cas un peu old school que tu pourrais mettre en avant. Ouais. En effet, il y a des équipes peut-être comme ça. Ouais, Tennessee, ça peut rentrer dans ce cas de figure. Je sais pas si les Pats, ça peut aussi rentrer dans ce cas de figure, mais j'ai pas dans l'idée que ça ait souvent été, à part cette fameuse année 2007, justement, la fameuse Almost Perfect Season. J'ai pas dans l'idée que Brady est toujours lancé pour 5 milliards par saison du côté de New England. On était souvent sur du jeu principalement axé sur du sol. Mais oui, Tennessee est un très bon exemple. En effet, du côté, on a un quarterback qui est principalement un game manager / pocket passer, mais pourtant, s'il faut qu'on court 80 fois dans un match avec un running back physique, on va pas se gêner pour le faire. Ouais, je te rejoins. Ouais. Mais on est sur de l'exception parce qu'ils ont aussi un running back le meilleur de la ligue ou pas loin, quoi. Enfin, c'est ça. C'est un peu aussi ce qu'avait l'habitude de faire Pittsburgh. Si je prends un autre exemple aussi pendant pas mal d'années,
ce qui était symbolisé à l'époque notamment par... alors il y a eu Livion Bell notamment, mais il y a eu d'autres exemples pendant cette période-là. Et ce qui n'a pas empêché, par exemple, Ben Roethlisberger, comme Brady, je le disais en 2007, de claquer des saisons, par exemple, où il était beaucoup plus sollicité à la passe. Je pense à son année, par exemple, avec le coordinateur offensif Todd Haley, où statistiquement, c'était assez monstrueux, ce qui a notamment permis l'émergence d'Antonio Brown à l'époque où il était encore sain d'esprit. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, il y a ces équipes-là, mais bon, après, tu vois, Tennessee, on est moins dans ce registre-là, mais c'est vrai que Pittsburgh, voilà, je pense qu'on est plus dans le côté marque de fabrique vraiment local. Voilà. D'accord. Ça n'a pas été une équipe, même s'ils ont eu des quarterbacks très réputés, Terry Bradshaw notamment, qui a joué dans les années 70. C'est pas une équipe qui était principalement réputée pour ses quarterbacks, ou en tout cas par leur faculté à être vraiment décisive dans le jeu aérien. Donc c'est sûr qu'on reste principalement sur ce côté-là. Et oui, ça fait peut-être partie des franchises en effet qui vont rester un peu plus sur ce qu'a fait leur réputation et qui vont rester un petit peu dans cette vision tactique du jeu. Et du coup, un peu rapidement, un peu même question pour la défense, je te demande, parce que c'est vrai qu'en NBA, en basket, plus globalement, on a un peu... Parfois, le grand public a cette notion que la bonne défense, tu sais, ça se finit par un contre, ou ça se finit par une interception, ou... Alors qu'en fait, la défense, c'est aussi une question plus globale de qu'est-ce que tu choisis de concéder. Qu'est-ce que tu préfères faire tel type de couverture pour le délaisser cette zone du terrain, ou ce genre de calcul un peu, selon aussi la rentabilité des tirs, selon la zone. Est-ce que, du coup, pareil pour la défense, tu parlais d'adaptabilité, est-ce que je pense qu'il y a ce socle commun d'avoir un personnel adaptable et dans cette adaptabilité de switch, de mismatch, etc. Mais est-ce qu'on a encore des profils d'équipe, je sais pas moi, très très agressives et d'autres peut-être un peu plus conservatrices? Est-ce qu'on retrouve un peu encore cette diversité en défense? On retrouve cette diversité en défense. Alors du coup, pendant que tu le disais, j'étais en train de réfléchir à quelque chose et visiblement je fatigue, donc du coup ça ne me revient plus. Mais oui, en tout cas, enfin, historiquement, on a toujours eu là aussi des équipes qui étaient assez à même justement de marquer de leur empreinte défensive. Je parlais des Patriots tout à l'heure, mais voilà, si on prend des équipes par exemple comme les Ravens, on citait les Steelers également tout à l'heure. Enfin, c'est des équipes qui peuvent vraiment jouer par différents biais. Et en effet, ce que tu soulignais tout à l'heure là aussi sur le côté défendre contre la zone ou du homme à homme. Là, on est dans ce côté-là. C'est-à-dire que va y avoir là aussi différentes visions tactiques dans le sens où, et c'est vrai que par exemple, c'est un système tactique très polarisant, la défense de zone, parce que très clairement, et je pense que c'est la même chose plus ou moins à NBA, c'est-à-dire qu'on prend le risque, en effet, de laisser un peu d'espace et de se laisser un petit peu punir par la suite derrière. Et je trouve que généralement, c'est quand même les défenses qui sont plus ou moins habituées à jouer en homme à homme, habituées à être assez agressives, habituées à blitzer beaucoup. Hein, on rappelle le blitz, hein, c'est vraiment des séquences où le quarterback est mis sous pression par un nombre assez conséquent de joueurs. Hein. On tient presque pas compte en fait des assignations du duel en homme à homme qui doit se dessiner, c'est-à-dire qu'on se dit on va mettre 6-7 joueurs devant la ligne offensive, et dès que le jeu est lancé, l'objectif c'est de faire en sorte que le quarterback n'ait pas le temps de trouver ses cibles. Oui, c'est un méga surnombre en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, on peut se permettre, avec des grosses guillemets, on peut se permettre de laisser des joueurs libres derrière, parce que de toute façon, il y aura tellement de monde autour du quarterback qu'il y aura bien un moment où on pourra ou le dissuader ou couper une ligne de passe. Oui. Donc, donc, c'est quand même souvent des équipes qui ont été assez réputées dans ce domaine-là. Je parlais des Ravens et des Steelers. Hein. Toute leur rivalité est avant tout basée sur de la défense. Hein. Faut quand même rappeler un petit peu l'histoire des Ravens très rapidement. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui a succédé, en tout cas le propriétaire des Ravens avant ça était le propriétaire des Cleveland Browns. Ouais. Honnêtement, il n'y avait pas spécialement de marque de fabrique réellement, hein, historiquement, notamment durant l'ère Super Bowl de la part de la franchise de l'Ohio. Et quand il a fait déménager son équipe du côté de Baltimore en créant du même coup les Ravens, il y a cette identité qui s'est créée presque naturellement, cette identité vraiment défensive, là aussi très agressive, où on n'hésitait pas notamment à imposer le défi physique, hein, les principaux exemples étant bien sûr les Ray Lewis, j'ai oublié son nom bien sûr, son prénom, Ed Reed.
Ed Reed, merci. Je sais pas pourquoi je pensais à Andy Reid, alors que absolument pas. Je pense que si Andy Reid avait été défenseur à Baltimore, c'est pas le même profil physique, ouais. À un moment donné, voilà, des Terrell Suggs, enfin voilà, des joueurs tout simplement, des personnalités à même d'être assez agressifs sur le terrain et hyper dissuasifs. On a vu que ça permet notamment un nombre d'interceptions, notamment de turnovers, tout simplement assez important, parce qu'encore une fois, des turnovers, donc des pertes de balles pour franciser un petit peu la chose. Ça peut se caractériser de différentes manières. C'est sûr qu'il y a l'interception pure et dure où on vole dans le domaine aérien le ballon au quarterback qui l'aurait lancé. Il y a les fumbles qui sont ces séquences où le ballon toujours vivant est relâché par un attaquant et qui peut être récupéré pour éventuellement retourner le ballon dans l'autre sens. Et il y a aussi tout simplement, je parlais des 4 tentatives justement pour obtenir 10 yards à chaque fois et continuer ce contrat de 4 tentatives jusqu'à l'embut adverse. À l'issue de la 4e tentative, il y a aussi cette capacité, si l'équipe n'a pas franchi les 10 yards, cette capacité de rendre le ballon à l'équipe, le punter, ouais. De rendre le ballon à la défense, ou en tout cas de rendre le ballon à l'équipe qui aura réalisé le stop sur la 4e tentative. Donc c'est ces différents biais qui permettent en tout cas à ces équipes-là d'être assez impressionnants en termes de turnover, parce qu'il y a les pertes de balles, en tout cas les ballons volés de manière pure et dure, et justement ces actions sur les 4e où on va être capable vraiment de mettre les barbelés et de permettre à l'attaque de récupérer le ballon et du coup d'engranger plus de points que l'adversaire forcément. Ouais. Les je sais pas si j'ai répondu totalement à ta question. Si, totalement. Si, effectivement. Donc on a encore des profils assez variés, donc c'est avec effectivement des défenses un peu plus agressives, avec ce côté risqué derrière, mais il faut avoir le personnel pour gérer le risque derrière aussi. C'est ça. Ou alors plutôt traditionnel, mais c'est effectivement là je retrouve des concepts qui sont les mêmes au basket. On a parlé un peu d'évolution du jeu, on a parlé du jeu actuel. Juste peut-être très rapidement, mais au niveau du futur du jeu, est-ce qu'on s'attend à de vraies révolutions? Et notamment, je pense un peu à des trucs du genre, je sais que ça tourne un peu, mais est-ce que des trucs avec plusieurs passeurs en même temps sur le terrain, le mythe du running quarterback à fond, à plein temps, j'ai envie de dire, ou alors il y a encore ce truc de la passe en arrière qui a jamais vraiment été exploité par des équipes en NFL. Est-ce que là-dessus tu vois des possibilités sur un futur assez proche, que des trucs viennent un peu révolutionner, ou on restera encore un peu dans la légende, quoi? En fait, si tu veux, il y aura sûrement des innovations. Après, c'est toujours pareil. C'est bien d'être créatif, mais au bout d'un moment, si tu l'es trop et que ça te réussit pas, bah forcément après ça va. Oui, faut pas que ce soit gadget, quoi. Ça va te faire passer un petit peu pour le guignol, on va dire, de la bande. Et je pense que c'est pas forcément le but du truc. En soi, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que un élément qui est assez impressionnant, c'est la capacité des joueurs d'aujourd'hui, des prospects d'aujourd'hui, à pouvoir faire un nombre de choses assez phénoménales. Ouais. Et après, comment ça va pouvoir se caractériser? Là, j'aurais du mal à voir éventuellement comment on pourrait développer la chose. Ouais. Il y a aussi un côté révolutionnaire et inattendu de ces révolutions, et du coup, par nature, on peut pas les voir venir non plus, quoi. Non, parce que tu citais, alors ça peut être une idée, les 2 quarterbacks, mais on a vu que par moment ça s'était déjà fait. Je pense par exemple aux Steelers, si je ne me trompe pas, milieu des années 90, qui avait beaucoup fait ça. Je crois que le quarterback titulaire était Neil O'Donnell à l'époque, et on avait notamment Cordell Stewart, qui était un profil très très atypique, qui a fait beaucoup de postes dans sa carrière, qui a commencé quarterback puisque c'est c'est le poste qu'il tenait en université à Colorado, et qui finalement a fini receveur, running back, enfin énormément de choses. Donc ça peut être une idée, ça s'est vu 2-3 fois, mais ouais, le truc c'est qu'après c'est plus des innovations, on va dire, qui vont être qui vont finir par, à force d'être scoutés, qui vont finir par être stoppés. Tu vois, il y a le fameux exemple, par exemple, il y a le fameux exemple de la Wildcat. Oui, de Miami, ouais. Qui était ressorti justement au milieu des années, fin des années 2000, si je me trompe pas. À l'époque, en effet, par les Miami Dolphins. Ça a tenu 2-3 saisons, mais en l'occurrence, oui,
Là, ce sera forcément quelque chose axé sur la vitesse. Alors, je sais pas, est-ce qu'on va avoir des tight ends qui vont être capables de jouer running back ou, enfin, je sais pas comment je pourrais éventuellement interpréter la chose, vraiment avec des backfields qui vont se retrouver presque développés, parce que malheureusement, aujourd'hui, on est sur du jeu tellement axé sur de la vitesse et sur des running backs qui, malgré un rôle qu'on veut toujours leur donner saison après saison, bah, sont pas forcément les mieux considérés à long terme. Est-ce qu'on va pas se retrouver exclusivement avec des équipes très axées sur du jeu écarté, mais de toute façon avec des receveurs dont la principale mission va aussi être de bloquer. Donc, enfin, je sais pas comment le matérialiser, mais ouais, tout simplement avoir un jeu vraiment hyper dogmatique d'un point de vue aérien, avec vraiment presque quasiment aucun running back, enfin juste un quarterback qui occuperait la fonction de running back. Je sais pas si on peut pousser le vice jusque là, mais en tout cas oui, peut-être des linemen qui peuvent jouer tight end, je sais. On rappelle que techniquement les linemen peuvent recevoir des ballons sur des phases de jeu assez spécifiques, notamment si c'est annoncé au préalable qu'ils sont en plus. Voilà, on va dire que s'il y a des actions où on a 6 linemen offensifs qui sont positionnés sur le terrain, le 6e doit annoncer et dire bah moi j'ai une position plus écartée que les autres, donc je suis susceptible éventuellement de recevoir une passe si elle m'est adressée. Voilà. Peut-être qu'on peut avoir ce truc-là avec des linemen qui sont devenus de plus en plus athlétiques que finalement on va mettre 6-7 linemen qui sont capables de proposer d'autres solutions. Là je t'avoue c'est une question que je ne me suis pas posée mais qui est assez intéressante. J'ai quand même retenu l'idée principale que tu disais, qui est la diversification des profils, notamment offensifs, qui savent faire de plus en plus de choses. Un autre exemple d'ailleurs de quelqu'un qui était un peu comme ça aussi, c'est Terrell Pryor, que moi je me souviens avoir vu en direct, ce qui est encore d'ailleurs le record d'un run pour un quarterback avec Oakland contre Pittsburgh, je crois. Mais du coup, si on peut basculer un peu sur le scouting, de ce point de vue-là, c'est vrai que, bon, j'avais une question, quels les postes sont les plus importants, mais tu me l'as déjà dit, c'est le quarterback, et je pense qu'on est un peu obligé d'en parler au moins rapidement, mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de drafter et d'avoir un quarterback ? Parce que tu nous as dit, c'est un peu la question centrale en NFL aujourd'hui. C'est le poste le plus important, celui par qui tous les ballons passent. Donc, il y a cette nécessité d'avoir un top quarterback. J'avais noté aussi la phrase de Bill Walsh, que tu as déjà cité, qui est un coach des 49ers, qui est aussi révolutionnaire offensif, coach de Joe Montana, etc., qui dit très très peu de coachs savent coacher un quarterback, mais encore moins savent évaluer les quarterbacks. Donc je te pose la question, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui est si difficile finalement dans ce poste de quarterback ? Alors, je pense que ça rejoint en partie ce que je disais notamment tout à l'heure sur le football universitaire et sur les caractéristiques propres des différentes franchises, des différents programmes. Ouais. C'est aussi parce que c'est toujours compliqué, je pense, d'analyser un joueur quand il est, si tu me permets l'expression, dans son jus. C'est-à-dire que forcément, on va avoir des saisons assez mémorables, mais où on va se dire, tiens, quelle est la part de responsabilité du quarterback dans ce système offensif ? Ouais. Est-ce qu'il est vraiment mis dans les meilleures dispositions ? Et c'est vrai qu'il y a souvent eu, c'est devenu un petit peu un gag là-dessus, il y a souvent eu ces histoires, par exemple, des quarterbacks de USC. Oui. qui étaient souvent très très bien considérés. Alors, on a eu des bons exemples, je les ai pas tous en tête, les joueurs en l'occurrence, mais on sait qu'un Carson Palmer a une carrière plus qu'honorable en NFL. Ça a été un peu plus compliqué pour des Mark Sanchez. Je parle même pas de Matt Leinart également, qui a été un gros flop malgré notamment un statut de meilleur joueur universitaire à l'époque. Pour en prendre un passé assez récent, les quarterbacks d'Oklahoma aussi ont eu la cote, là aussi pour des fortunes diverses. Baker Mayfield, je parlais de Kyler Murray tout à l'heure. En soi, Jalen Hurts sortait d'Oklahoma, même si il était plus connu en universitaire pour avoir notamment joué du côté d'Alabama. Mais c'est vrai que, voilà, je pense aussi que du côté des franchises, on aime bien se reposer sur certaines certitudes. Et le fait de se dire, tiens, dans cette université-là, il y a ce coach-là. Généralement, on joue de cette manière-là dans cette équipe-là. Donc, s'il arrive à être fonctionnel dans ce type de système, il y a des fortes chances, en tout cas, on espère qu'il y aura plus de chances qu'il soit performant dans nos systèmes. Alors, on s'est rendu compte, par exemple, à USC que
ils étaient peut-être un peu trop dans des schémas préétablis et que du coup, dès qu'il fallait peut-être laisser place à un peu plus d'originalité, d'improvisation, ça pouvait être un peu plus problématique. Mais je pense aussi que le problème résulte là-dedans et que on aime plus le côté un petit peu policé, le côté où on a besoin d'être assuré avant tout, plutôt que de se dire tiens, ce genre. Alors, après, il y a eu des all-in, hein, encore une fois. Le plus parfait exemple, c'est ce qui vient d'avoir lieu à la draft 2023 avec Anthony Richardson. Ouais. J'allais dire, on n'a absolument aucune référence, c'est pas vrai, mais on a une saison vraiment d'expérience de la part d'Anthony Richardson, dans une saison qui n'était pas non plus bouleversante. Hein. Il a fait des bonnes choses avec Florida. En tout cas, il a confirmé le statut d'athlète, toutes les espérances qu'on pouvait avoir en lui. Il a montré que il s'est pas non plus écroulé, mais il finit numéro 5 de la draft parce qu'il y a une équipe qui se dit c'est un profil sur lequel on a envie de faire all-in. Ça rejoint aussi justement la fameuse vision tactique de l'ère moderne où, on le rappelle, le nouvel head coach d'Indianapolis est l'ancien coordinateur offensif des Eagles, donc de Jalen Hurts. Donc avec l'idée également d'être dans une espèce de copycat où on va reprendre des idées assez similaires avec un rôle là encore assez similaire du quarterback, le côté hyper mobile et du coup une attaque qui va être assez spectaculaire de par sa capacité à étirer les défenses au niveau du jeu au sol. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est compliqué d'évaluer les quarterbacks parce que il y a plein d'éléments à prendre en considération et comme on l'a dit tout à l'heure, il suffit pas d'avoir un gros bras, il suffit pas d'être capable de trouver des receveurs, il suffit pas de positionner exactement le ballon dans les bras du receveur. Faut aussi être capable d'assimiler le cahier de jeu, faut aussi être capable d'être réactif quand la première fenêtre de lecture est pas disponible. Faut aussi être capable de gérer cette fameuse pression qui va être générée autour de soi et voilà. Les petits mouvements. Je sais que ça, c'était la grande spécialité, par exemple, de Drew Brees à New Orleans. C'est-à-dire le côté, même si on disait souvent qu'il était assez petit, mais le côté, tac, je fais un petit pas sur le côté, et puis d'un coup, j'ai gagné 2-3 secondes pour éventuellement pouvoir lancer mon ballon. C'est des attributs qui sont forcément à prendre en considération. Et puis, par rapport à ce que je disais, le besoin de se rassurer, je prenais l'exemple de Drew Brees, c'est avant tout une question de physique. Oui, de taille aussi. On a souvent été dans le côté, faut faire 1m95, faut avoir des mains de telle taille. Enfin, le combine, c'est toujours quelque chose de très amusant sur les quarterbacks parce que on va toujours en faire des tonnes et des tonnes sur les résultats des tests intellectuels, la taille éventuellement de l'auriculaire droit. Enfin, il y a toujours des choses, en l'occurrence, où c'est décuplé parce qu'on est tellement à la recherche de la nouvelle star que du coup on va essayer limite de savoir ce qu'il a mangé à midi, quoi. Donc c'est un peu je pense qu'on est aussi dans une espèce de démesure. Dans un côté, il faut qu'on fasse vraiment bien nos devoirs et du coup j'ai l'impression que des fois on perd un petit peu le fil et on essaye avant tout de se rassurer derrière les certitudes qu'on peut avoir. C'est l'impression que j'ai en tout cas vu de l'extérieur. Ouais. Après bien entendu il y a d'autres aspects. Si on reste sur le scouting, tu vois, typiquement nous on va analyser plein de choses, on va essayer en tout cas d'analyser plein de choses de notre point de vue. Mais par exemple, les interviews, c'est quelque chose qu'on pourra jamais, à part quelques échos à gauche à droite, on pourra jamais savoir en fonction de la sensibilité du general manager si un entretien s'est bien passé, si ça a coché des cases, si ça a marqué des points vis-à-vis de la franchise. C'est tout un tas d'éléments, tout un tas de paramètres qui sont très très difficiles à analyser et qui font que malheureusement on se retrouve parfois avec des fiascos à cette position-là. Non, mais je comprends totalement et effectivement ça recoupe un peu ce que tu dis avec ce que j'ai un peu lu à droite à gauche et qui est un peu le côté il y a des fois on se fait un peu avoir, on fait trop confiance à certaines qualités, peut-être on surcote certaines qualités comme tu dis de taille, de côté athlétique, est-ce qu'il a un gros bras pour lancer très très loin, très fort, et peut-être qu'il y a ces qualités-là qui sont peut-être parfois un peu surcotées et sous-cotées sont des qualités qu'on peut appeler peut-être des qualités invisibles, si je peux le formuler comme ça, de tout ce qui est lecture, anticipation, réactivité, le passing en mouvement, la vitesse de ton processeur intellectuel, si je peux le formuler comme ça. Voilà, tout un tas de finalement de qualités invisibles qui ne sautent pas aux yeux. Et donc, il y a ce côté-là. Mais l'autre problème que je pense aussi, c'est qu'il y a un différentiel de vitesse et de complexité
qui est très très différent en NFL, et toi peut-être tu vas pouvoir nous en parler parce que tu suis la NCAA, mais il y a aussi un côté où du coup ces qualités invisibles, tu peux même pas vraiment en plus les observer parce que le jeu NCAA est quand même assez différent, et une fois que tu arrives en NBA, c'est pas les mêmes niveaux de requis, d'anticipation, de lecture, de réactivité, etc. quoi. En fait, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est-à-dire que alors, ça peut valoir pour les autres positions aussi, parce que forcément, si un joueur se débrouille bien en universitaire, qu'il soit receveur, running back ou autre, forcément, c'est pas forcément garanti que la transition va se faire facilement. Mais par rapport à ce qu'on disait, en fait, ce qui est compliqué, c'est que une équipe va quand même majoritairement tout faire pour mettre un quarterback dans les meilleures dispositions. Pas dans tous les systèmes offensifs, je le disais, notamment en universitaire, c'est très caractérisé en fonction de la région, de l'équipe dans laquelle tu joues. Tu auras des quarterbacks qui vont pas toujours forcément être le point d'ancrage, on dira, du secteur offensif. Mais en tout cas, les conditions font que généralement le quarterback, on va tout faire en tout cas pour le mettre dans les meilleures dispositions. Et du coup, forcément, dans la majeure partie des cas, on va avoir des quarterbacks qui vont globalement se balader en universitaire. Je parle vraiment du haut du panier. Et du coup, mine de rien, on va pas toujours avoir ces références sur, tiens, qu'est-ce qui peut donner vraiment en difficulté, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on va presque chercher à amplifier les quelques éléments qui vont faire que, tiens, c'est vrai que sur ce match-là, il était moins bon. Enfin, c'est vrai que je pense que ça aussi, ça aide pas forcément à avoir une bonne idée éventuellement de ce qu'on peut en avoir. Mais voilà, après, je pense que il y a des attributs, encore une fois, qu'on estime sûrs et certains. Et ces dernières années, c'est avant tout la puissance de bras, c'est la mobilité. Et après, ce qu'il y a entre les deux oreilles, on va dire qu'on espère être chanceux au grattage, quoi. Oui, mais tu sais, je pense qu'il y a un peu ce même défaut de scouting dans un peu tous les sports, hein, au foot, européen, je veux dire. Je pense que c'est pareil, mais en basket, je peux te dire la même chose. On a beaucoup de busts, de draft. Pourquoi ? Parce que t'as des gens qui draftent un peu, qui draftent le moule en fait. Ils se disent, lui il est grand, il a des longs bras, il est athlétique. Donc si lui il sait jouer au basket avec des qualités de jump shot et de passe, etc. Avec sa taille, avec ses qualités athlétiques, ça va faire un truc de fou quoi. Et là où est l'erreur, c'est que justement en fait les qualités ne viennent pas automatiquement ou même pas forcément, et que parfois tu fais mieux de drafter non pas un moule, non pas un spécimen physique qui s'il était bon avec ce physique serait fantastique. Parfois il vaut mieux drafter le mec qui a les qualités pour le coup. C'est là-dessus où, pour faire revenir sur le quarterback, il y a un peu ce côté, encore une fois, de tout, comme tu dis, entre les deux oreilles, ce qui se passe entre les deux oreilles, mais avec cette difficulté que en NFL, tout est plus rapide, tout est plus complexe au niveau des schémas. Je sais que moi, je regarde des chaînes YouTube qui t'expliquent, qui te disent, là, regardez, là, la défense, ils font genre, ils partent sur une défense, je sais pas moi, en zone 3-2, et en fait, ça devient, après le snap, en fait, ça se transforme en homme à homme, ou alors en homme 2-3, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il y a aussi une notion de complexité qui vient faire que en fait en NCAA t'as peut-être 3 secondes ou 4 secondes pour faire ton choix, et en NFL t'en as peut-être 2 quoi, donc c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et tu vois, c'est l'exemple qu'on prend, parce que j'ai cité USC, j'ai cité Oklahoma. Un des grands cas, par exemple, qui polarise l'attention, et ça va être encore le cas l'année prochaine, c'est les quarterbacks d'Ohio State. Tu ne peux pas dire que les quarterbacks d'Ohio State, notamment en sortie de leur cursus universitaire, ont fait des mauvaises carrières. Mais quand tu vois ce qui s'est passé avec Feu Dwayne Haskins, quand tu vois l'adaptation que prend le temps que prend l'adaptation, de Justin Fields, voilà, t'as plein d'interrogations là-dessus, où tu te dis, oui, en effet, voilà, c'est des quarterbacks qui étaient globalement bien protégés, c'est des quarterbacks qui savaient très bien faire ce qu'on leur demandait de faire. Mais voilà, cette notion de l'imprévu est pas forcément là. Et alors, si tu veux, en plus, ce qui est complexe selon moi, c'est que je pense que les quarterbacks rentrent pas forcément dans la même catégorie que les autres postes. Parce qu'aujourd'hui, même si les autres postes sont de plus en plus athlétiques, il y a vraiment ce savant mélange justement entre physique et qualité athlétique qui est assez notable. Et on est presque dans un côté sur certains profils, je pense notamment à des genres de ligne défensive, enfin de ligne en règle générale. On est dans le côté, on a l'impression qu'on est dans un laboratoire, et on a les deux échantillons et on fait, bon alors attention, parce que du coup, si on rajoute un peu de physique,
On sait pas trop comment ça va se passer d'un point de vue athlétique. On est là presque à jongler un peu, à savoir exactement est-ce que c'est le bon profil, est-ce que éventuellement si on lui demande est-ce que si on lui demande de faire un truc de manière excellente, il saura le faire? Est-ce si on lui demande de faire plein de choses, est-ce qu'il va pas finir par se perdre et justement à pas avoir cet intérêt athlétique qu'on avait perçu au préalable? C'est un jeu, un petit peu compliqué, un peu ce qu'on évoque par exemple justement en NBA avec Wembanyama. Hein. Il y a ce côté très c'est un phénomène physique hors du commun, etc. Mais du coup, il faut qu'il prenne du physique. Mais s'il prend du physique, est-ce qu'il sera vraiment le personnage est-ce qu'il sera vraiment le joueur atypique que tout le monde attend en NBA? C'est pas sûr. Là, on est un petit peu dans cette donnée-là, et je trouve que les quarterbacks sortent un petit peu de ce cadre-là, parce que même si, et je le disais tout à l'heure, il y a cette nécessité d'être un peu plus athlétique, d'être un peu plus mobile que ce que pouvaient être les quarterbacks il y a quelques années, on va avant tout regarder d'autres compétences chez eux, et avant tout les compétences, intellectuelles, presque psychiques, cette capacité justement d'avoir ce recul, ce sang-froid, cette capacité à analyser presque en un coup d'œil les choses. Et encore une fois, c'est plus compliqué que de se dire t'as vu le gars, il a fait 4,60 sur le 40 yards. Je dis un chiffre au hasard parce que je me rappelle même plus des temps. Ouais. Mais alors, j'avais une question aussi un peu dans cette veine, et c'est dans la continuité, mais qu'est-ce qui fait par exemple que Tom Brady c'était Tom Brady? Qu'est-ce qui fait que Tom Brady, tu prends le mec qui a le même gabarit, qui a la même taille, les mêmes qualités athlétiques, et pourquoi ce mec-là c'est pas Tom Brady? Pourquoi il y a qu'un Tom Brady? Qu'est-ce qui fait qu'il était à ce point, ou Aaron Rodgers, ou je sais pas, tu prends des joueurs comme ça, qu'est-ce qui les sépare de... Parce que justement, alors, j'allais dire ce qu'on souligne pas assez. Je pense qu'au bout d'un moment, on a presque été habitué par le fait qu'on le voit saison après saison, et c'est symbolisé par le fait que officiellement aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, il est néo-retraité, mais bon, on sait jamais, d'un jour à l'autre, ça peut changer. Ouais. La force de Brady, et c'est ce que je disais avec sa saison 2007 tout à l'heure, c'est pas en soi son bras énorme, c'est pas en soi sa capacité de passe absolument hors norme, c'est que c'est un joueur qui avait une tête, mais qui avait un mental d'acier, qui savait répondre à n'importe quel défi. Quand on regarde globalement sur la période où il était aux Pats, le style de jeu offensif, et c'est pour ça que du coup on nous a souvent fait passer Josh McDaniels de par justement cette saison 2007 comme un génie offensif. Il y a eu cette saison en effet absolument monstrueuse, mais globalement les Patriots, ça a souvent été du petit jeu gagne-terrain, du petit jeu en zone intermédiaire, et Brady il avait pas besoin de faire des longs lancers perpétuels, etc., etc. Voilà, lui il savait analyser le jeu, il faisait avancer son équipe. Globalement, je le disais, il avait une ligne intéressante, mais de toute façon, il mettait pas 6 secondes à lancer un ballon. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple que tu donnes, mais c'est presque une anomalie à ce niveau-là d'avoir un joueur avec un tel mental. Ça me fait toujours mal d'en parler, mais ce Super Bowl 51 contre Atlanta, faut quand même se rappeler les moments d'agacement, la tension qui était palpable au moment où vraiment Atlanta se détache. C'est un pick six quand même en première mi-temps où on se dit Brady est pas du tout dans son match. Et voilà, même s'il y a eu les actions défensives pour derrière poursuivre le momentum, c'est assez bluffant de voir le comportement qui a été le sien ce jour-là, et de voir tout simplement que c'est un joueur qui a jamais vraiment qui a jamais baissé les bras. C'est rare les matchs où vraiment les Pats ont pris l'eau, parce que au-delà de la bonne équipe globale, de la bonne défense et de tout ce qu'on peut mettre en avant, je pense que Brady était aussi là pour tout boucler. Et tu vois, pour le coup, Aaron Rodgers, par exemple, on parle beaucoup de ce qu'il a entre les deux oreilles. Malheureusement, la carrière est pas la même. Alors, il y a des statistiques qui sont absolument monstrueuses, mais tu te dis que ce joueur-là aurait pu avoir beaucoup plus ne serait-ce que de Super Bowl joués. Et il y a un aspect mental qui, malheureusement, a fait que ça n'a pas toujours été couronné de succès, malheureusement, alors que sur le papier, il y avait quelque chose de... c'était le jackpot pour Green Bay sur le papier. C'était des Super Bowls promis saison après saison, limite.
Donc ouais, cette portée intellectuelle, je trouve qu'elle elle se retrouve là-dedans. Et en soi, Mahomes, par exemple, si on prend l'exemple naturel aujourd'hui, il joue peut-être sur d'autres qualités, à savoir qu'il est beaucoup plus vivace, justement, qu'il a cette capacité justement à improviser un peu plus. Mais c'est un peu la même logique, c'est pareil, c'est qu'il peut jouer très vertical, Mahomes. Mais globalement, on le voit sur chaque jeu, ils n'ont pas besoin de jouer sur 60 yards. Le jeu des Chiefs, c'est de s'appuyer avant tout sur des receveurs assez mobiles, capables de se libérer, notamment dans les zones intermédiaires, et de faire bouger les chaînes. Et avec un quarterback qui a cette capacité, ce recul, on dira, sur les événements et ce mental. Alors certains diront, il y avait aussi les infiltrations, mais en attendant, voilà, c'est caractéristique aussi le fait de jouer même sous infiltration des rencontres de playoffs sous haute intensité où les défenseurs t'attendent et où tu as un talon qui sans arrêt peut être un petit peu capricieux. Bah voilà, c'est aussi ça la marque des plus grands, et je pense que malheureusement, ou c'est pas suffisamment accentué lors des entretiens avec les quarterbacks dans le processus notamment de la draft, ou alors vraiment une fois que les quarterbacks arrivent, ils se rendent compte vraiment de l'univers dans lequel ils arrivent, et à ce moment-là, bah c'est pas toujours aussi évident que ce qui semblait en amont. Mais oui, en soi c'est une bonne question, mais moi pour le coup je pense que c'est vraiment dans ce domaine-là que l'évaluation des quarterbacks, je trouve, est parfois un petit peu problématique. Oui, effectivement, mais c'est bien que tu parles aussi de Rodgers ou de Mahomes qui sont capables de faire des passes incroyables, très longues, ou alors avec un toucher de balle et une précision assez incroyable dans des angles enfin très impressionnants, mais peut-être c'est ça qui capture l'attention, mais encore une fois, il y a le côté dureté mentale peut-être, et il y a aussi le côté, c'est que des mecs qui sont capables de te réciter par cœur leur playbook, mais aussi celui de l'adversaire. Ils savent exactement ce qui se passe avant le snap, et ils savent où ils vont aller. Il y a un niveau de compréhension du jeu qui est phénoménal, quoi. Tout à fait. Et tu vois, j'allais prendre un autre exemple, mais moi, il y a un joueur, quand il est sorti d'université, et pourtant c'était vraiment pas un joueur très coté, je me suis dit, je suis quand même très curieux de voir ce qu'il va faire en NFL, c'était Russell Wilson. Ouais. Russell Wilson qui avait tout le côté profil du quarterback petit, qui était vraiment pas un pocket passeur très réputé en universitaire, qui jouait principalement dans des équipes très axées sur du jeu au sol. Qui a fait 2 facs en plus, hein. C'est quoi, Wisconsin et... Il a fait 2 facs, quoi. Il a fait NC State dans un premier temps et sa dernière année à Wisconsin. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ses premières années à Seattle, notamment l'année où les Seahawks remportent le Super Bowl, il est principalement game manager, vu que c'est Marshawn Lynch qui est vraiment le dépositaire principal de l'attaque des Seahawks. Et je parle même pas du rôle de la défense, notamment dans le Super Bowl gagné face à Denver. Mais oui, enfin Russell Wilson, certes, ces dernières années, il s'est un petit peu perdu parce que voilà, peut-être. Il est plus vieux aussi. Popularité grandissante, voilà, peut-être un peu plus en effet de caprice, etc., etc. Enfin voilà, il s'est peut-être un petit peu perdu aussi de son côté, mais voilà, c'est un joueur qui a toujours eu la tête sur les épaules et qui a toujours eu ce sang-froid, et on a vu son évolution progressive du côté de Seattle. Alors, il a eu la chance aussi, encore une fois, de tomber dans une équipe où globalement il y avait beaucoup de bons ingrédients autour de lui qui lui ont permis justement d'avoir cette capacité pour monter en puissance petit à petit et exploser comme le joueur qu'il est devenu par la suite. Mais ouais, c'est vraiment l'exemple typique. Alors il a été drafté au 3e tour, hein, c'est-à-dire qu'il y a des équipes quand même qui se sont doutées que ça valait peut-être le coup quand même de tenter un petit pari sur lui sans forcément vendre la maison. Mais voilà, ça fait partie de ces joueurs en effet qui ont démontré que le mental, c'était quand même une clé assez prépondérante au niveau de la NFL. Ouais. J'allais aussi te poser la question du coup sur un peu les côtés, les qualités, qu'est-ce qui est un peu de dîner, qu'est-ce qui est un peu d'acquis sur un peu du scouting en NFL, mais il y a aussi une difficulté, c'est que il y a un turnover assez incroyable en NFL et que il y a une telle compétition que, enfin je sais pas, je te pose la question, mais il y a un joueur qui débarque en NFL, il a peut-être même pas forcément le temps d'avoir un contrat pour 2, 3, 4 ans pour apprendre et évoluer. En fait, il y a un côté produit fini qui a pas trop le temps d'évoluer, non? Oui, bah, clairement. Après, ça dépend forcément de la position à laquelle t'es sélectionné, mais oui, maintenant c'est. Alors, en un sens, je dirais que c'est un peu moins vrai ces dernières années parce qu'il y a eu ce fameux élargissement des rosters. On sait que pendant une certaine période, c'était vraiment 53 et puis basta. Maintenant, il y a un peu plus, on va dire, de marge de manœuvre, hein. On peut avoir facilement des effectifs
qui tiennent plus longtemps, on va dire, à environ 70 joueurs. Donc en soi, on est un peu moins dans une logique de Kleenex, mais oui, je te rejoins. C'est sûr que voilà, aujourd'hui, les preuves doivent être presque immédiates pour certains joueurs, et ça reste extrêmement compliqué. Surtout que ça n'a pas spécialement évolué cet état de fait. C'est-à-dire que la NFL étant assez énergivore, alors on va me dire que il y a l'UFL, il y a la XFL, pardon, il y a l'USFL également qui a vu le jour il y a quelques mois de ça. Je ne sais pas si l'USFL ça existe encore. Je me demande si on a pas mis la clé sous la porte. Là, tu parles de ligue mineure ou de ligue autre que la NFL. Oui, voilà, de ligues mineures en tout cas qui permettent de se faire un peu plus repérer. Tu as forcément toujours la CFL, la Ligue canadienne, malgré les règles un petit peu différentes en son sein. Mais oui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, si tu n'as pas fait un excellent passage dans une équipe, ou en tout cas si tu peux faire remarquer très très vite, oui, en effet, les places coûtent cher. On est d'accord là-dessus, si c'était bien ton propos. Oui, tout à fait. Non, mais il y a un peu alors après il y a toujours des contre-exemples, mais ce que j'ai en tête, c'est surtout des quarterbacks finalement où il y a peut-être un peu moins de concurrence et qui peut-être arrivent quelques années à survivre en tant que backup et qui d'un coup retrouvent des postes. Je pense à Geno Smith par exemple, ou des Case Keenum. Je me souviens des tout premiers matchs de Case Keenum et je l'avais vu réapparaître à Minnesota. Je me dis tiens, c'est bizarre, mais ouais, c'est des cas assez atypiques, je pense au final, parce que encore une fois, il y a un tel turnover que par exemple, on n'a pas un NBA et qu'on n'a pas, ou même en foot européen, voilà, si tu vas dans des ligues un peu plus faibles, ou alors t'apprends, t'as le temps et tu rebondis, tu remontes. Et la NFL, il y a aussi ce côté ligue unique et qui fait que t'as pas le temps. Il y a aussi d'ailleurs un côté contrat non garanti qui n'aide pas en plus, quoi. Oui, bien sûr. Ça c'est sûr. Alors, ça commence à changer un petit peu au fil des années, parce que voilà, on commence un petit peu. Les contrats garantis un peu pour les postes de quarterback en tout cas. Mais là, on voit que forcément. D'accord. Mais bon, on parle forcément du haut du panier avec les gros contrats qui sont offerts. Il y a eu la jurisprudence Kirk Cousins il y a quelques années. On parlera pas de Deshaun Watson et du contrat absolument démentiel qu'on lui a offert. Ouais. Puis forcément, les saisons passant, on va avoir de plus en plus de quarterbacks qui vont dire lui, il a telle somme garantie, donc voilà. Après quarterback, c'est vrai que c'est très très particulier parce que on se rend compte, en fait, c'est là où on se dit qu'il y a différents types de qualité chez un quarterback. C'est-à-dire que il y a cette capacité en effet à pouvoir montrer qu'on est apte, on va dire, à pouvoir éventuellement démarrer un match, ou en tout cas, si on n'est pas titulaire, à pouvoir éventuellement prendre la suite si besoin est. Voilà. Après, tout dépend des situations. Il y a plein de quarterbacks qui ont été historiquement des quarterbacks numéro 2 qu'on n'a presque jamais vu jouer en l'occurrence, mais qui, je pense, ont démontré leur qualité. Et puis, ce qui est peut-être un petit peu plus rare, c'est tout simplement, et là, on en revient encore une fois au côté intellectuel, il y a eu énormément de quarterbacks, d'anciens quarterbacks numéro 3 qui ont fini head coach, tout simplement parce que ils avaient cette capacité aussi à pouvoir analyser le jeu, et ça leur a permis justement de se faire une place en NFL, même si leur qualité, on va dire peut-être intrinsèque, n'était pas forcément très louable, mais en tout cas ils avaient ce côté à pouvoir être le relais du head coach, à pouvoir assimiler ce qu'on leur présentait sous les yeux, à pouvoir justement emmagasiner tout ce qui était mis en place sur le cahier de jeu, à pouvoir potentiellement aider le quarterback numéro 1. On voit souvent les quarterbacks discuter entre eux justement lors des changements attaque-défense, etc., etc. C'est pas non plus totalement un hasard, et c'est une autre manière de se faire sa place un petit peu en NFL, mais à mon sens, oui, c'est très compliqué dans le cadre de ce turnover assez permanent que tu évoques. C'est très compliqué, si on n'a pas une tête bien faite au poste de QB, de réussir à avoir un poste à plein temps en NFL. Ça peut se gâter assez rapidement. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté, on a parlé de jeu d'échecs pour le foot américain, donc il y a ce côté-là de jeu d'échecs action par action, et presque, j'ai envie de dire, la majorité des postes, c'est un peu une bataille de pions peut-être, où tu dois gagner ton duel, où tu dois aller à telle place, à tel endroit, où tu dois avoir la bonne technique pour comment est-ce que je dois dévier le receveur de sa trajectoire, comment est-ce que ensuite je finis l'action pour gagner le duel, comment est-ce que si je suis dans la ligne défensive ou offensive, je stoppe mon attaquant, ou ce genre de choses. Et après, t'as tous ces trucs-là, et après t'as un autre métier qui est celui de quarterback, et même tu dis, oui, même les backups, ils passent tellement de temps à devoir étudier le jeu qu'au final, ils ont presque les compétences, et ils sont tellement loin qu'ils ont les compétences pour être coach, quoi.
Mais c'est ça, on a toujours cette notion du quarterback numéro 2 qui a la belle vie et tout, parce que il a son contrat, Ouais. il a son petit contrat à l'année sans forcément être toujours shooté, mais voilà, après c'est toujours des imprévus. Faut toujours répondre présent si le quarterback numéro 1 se retrouve sur le flanc. Faut toujours avoir cette capacité à bosser, à tout assimiler ce qui est mis en place, à rassurer ne serait-ce que le coaching staff qu'on est la bonne solution si on a besoin de faire appel à nous le lendemain, quoi. Et je dis pas qu'il y a autant de pression que pour un quarterback numéro 1, mais c'est un autre style de pression, quoi, qu'il faut réussir à prendre en considération. Et c'est en ça que le poste de quarterback est très très particulier, qu'on soit titulaire ou remplaçant. Du coup, 2 dernières questions pour finir avec toi. Il est déjà un peu tard, je veux pas te retenir trop longtemps, mais 2 dernières questions rapides sur un peu ce que je te disais pour élargir un peu en dehors du scouting et sur la NFL en elle-même ou le foot américain. Première question sur le côté à quel point est-ce que la NFL et le foot US s'exportent et va à l'international. Je sais que ça se développe pas mal en France. Il y a une époque, on avait même la NFL Europe, mais qui, je crois, n'existe plus. Donc, première question là-dessus, je te laisse répondre. À quel point est-ce que le sport s'exporte ? Moi, j'ai l'impression de plus en plus. Alors, je te dirais oui, forcément. Alors, c'est aussi dans l'émergence de ce qui a été mis en place par la NFL, ces partenariats notamment avec de délocaliser, je vais y arriver, je retrouvais mes mots, des matchs en dehors des États-Unis. Alors, on a eu on a eu l'Angleterre, on a eu l'Allemagne également dans un passé récent, le Mexique. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de pays désormais où on essaye de développer un petit peu tout ça, et c'est en ça que c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, pour faire un peu écho à ça, on sait qu'il y a eu récemment des accès privilégiés pour les différentes franchises NFL dans différents pays du monde. Ouais. Des accès privilégiés en termes de droits de marketing, les Saints ayant notamment obtenu ce droit en France, hein, ce droit de développer justement différents partenariats avec la France, différentes OP, donc ça participe en ce sens. C'est pour ça qu'il y avait Drew Brees en France il y a pas longtemps, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Ah d'accord, ok. Enfin, pas que, mais bon, c'est dans le cadre plutôt d'un partenariat sur le flag football, donc qui est la version sans équipement du football américain, qu'on joue généralement avec le fameux petit mouchoir à la poche. C'est un espèce de mélange entre j'allais dire le chat perché, ouais, le tag et le football américain équipé, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit juste de toucher pour terminer une action. Mais oui, enfin, sa présence était plus ou moins. Je pense que c'était plus ou moins pour tâter un petit peu le terrain de comment il allait être reçu et comment la France voyait un petit peu le football américain sur place. Mais oui, après, on voit en effet que ça se développe. Alors c'est sûr que je pense que tu fais référence à ça. Il y a l'ELF notamment qui a été pleinement mise en place, qui date pas de cette année, mais c'est que depuis cette année en l'occurrence qu'on a une équipe française en son sein, à savoir les Musketeers de Paris. Voilà, c'est aussi une autre porte, on va dire, d'accès au football américain pour ceux qui n'ont pas forcément la capacité de suivre notamment tout ce qui est NFL, college football, notamment à des heures assez tardives de la journée. Là, ça permet en tout cas de voir du football de bon niveau, peut-être le gratin dans ce qui peut se faire d'un point de vue européen. Parce que c'est sûr que du côté de la France, on découvre un petit peu cette nouvelle équipe montée de toutes pièces, mais voilà, il y a beaucoup d'équipes déjà très établies, d'équipes allemandes ou autrichiennes qu'on connaît déjà un petit peu, qui ont déjà gagné des coupes d'Europe par le passé. Donc ça permet en tout cas de pouvoir un petit peu s'évaluer, on va dire, là-dessus par rapport à ces autres nations. Mais en tout cas, ça peut aboutir sur une porte d'entrée, j'allais dire une porte de sortie d'Europe, mais une porte d'entrée peut-être vers la NFL, en effet, pour se faire repérer. Et oui, en tout cas, ça permet d'attirer un peu plus d'yeux sur le produit football américain, qui reste quand même encore très très marginal aujourd'hui en France. Oui, mais c'est un peu ce côté paradoxal, je sais pas, mais particulier de la NFL qui finalement reste très très américain et pas tant de portée que ça en dehors de ses frontières. Alors il y a des fans, mais le sport ne s'exporte pas tant que ça. Mais finalement, bon, pour vous dire, les droits TV de la NBA, actuellement le contrat TV, il est à 24 milliards sur 9 ans.
Et le contrat que vient de signer la NFL, c'est 100 milliards au niveau des droits TV. Pour vous dire aussi que le sport ne s'exporte pas, mais en même temps, c'est tellement ancré dans la culture américaine que presque ils s'autosuffisent. En fait, il n'y a pas ce besoin de s'exporter finalement au niveau de la taille du marché ou de la survie de la ligue. Et puis dernière question, juste que pas vraiment une question, mais si quelques recommandations du coup, quelles sont un peu toi tes sources? Bon, évidemment Touchdown Actu qu'on recommande à tout le monde, qui est la référence française, mais est-ce que tu as des recommandations peut-être des gens un peu plus intéressés par le côté tactique en profondeur, ou alors des podcasts, ou alors n'importe quoi? Est-ce que tu as quelles sont un peu tes sources aujourd'hui sur la NFL? Écoute, je suis un peu curieux, notamment dans tout ce qui est observation des matchs. Après, j'aime pas mal ce que fait par exemple Pro Football Focus. Je trouve que ça m'intéresse pas mal ce qu'ils arrivent à mettre en place. Après, je sais pas si c'est de la tactique en règle générale, mais je sais que The Athletic fait des trucs assez pertinents aussi là-dessus. Si je reprends vraiment tout ce qui est plutôt américain. Donc voilà, c'est plutôt dans ce registre-là. Après, que je regarde, c'est principalement là où je vais essayer de récupérer les principales stats, les principaux éléments tactiques qui peuvent éventuellement après m'éclairer sur une tendance ou des choses que j'aurais pas forcément pris en considération. Et pour la tactique, moi je rajoute du coup Brad Coleman, je sais pas si tu connais aussi, qui est très intéressant sur YouTube. Et bon, je cite lui, qui je trouve est excellent, mais il y en a plein des chaînes comme ça, hein. Franchement, si vous allez sur YouTube, de recommandation en recommandation, vous trouverez votre bonheur, pardon. Et de toute façon, on recommande aussi Touchdown Actu, bien entendu, pour la NFL, et The Blue Pennant, qui est la référence du foot universitaire, pardon. Mais en tout cas, merci beaucoup Grégory d'être passé sur le Basket Lab pour discuter de NFL pendant une petite heure et demie, c'était très gentil. Je t'en prie, merci encore à toi d'avoir pensé à moi et de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère d'ailleurs que ceux qui ne connaissent pas trop la NFL ont pu découvrir certaines bases et certains principes, et que, par ailleurs, ceux qui connaissent peut-être un peu ont pu profiter aussi de l'expertise de Grégory sur des concepts un peu plus avancés. C'est toujours un peu le but de ces podcasts, c'est d'aborder les deux à la fois et de parler à deux publics en même temps. J'espère qu'on y sera arrivé. Et donc, de notre côté, nous allons enchaîner avec, la prochaine fois, un épisode des stats de la saison sur les Detroit Pistons. Eh oui, c'est comme ça, il n'y a pas de palier de décompression, il n'y a surtout pas d'équipe qu'on néglige dans notre série des stats de la saison. Donc la prochaine fois, petit épisode comme d'habitude du Basket Lab, les stats de la saison, on délaisse un peu le top 100, on délaisse un peu le crossover, pour donc parler des Pistons, les 10 stats de la saison des Pistons. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Évidemment, un grand merci à Grégory d'être passé sur le podcast, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.